Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis 2 décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Jean-Marie Liotte. Bonjour Pile. Merci beaucoup de nous recevoir. Je peux le dire cette fois, nous n'enregistrons pas dans le petit studio de Tip & Shaft, mais on est chez toi, à Vannes, dans le centre-ville, pas très loin du port, dans une belle maison un peu ancienne, où il y a ton atelier et ton studio. Et on dit ça parce que du coup, tu es photographe, pour ceux qui ne le savent pas encore, et on va parler beaucoup de photos. Donc merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. Et je pensais à toi sur la route, parce qu'il y avait des grains. J'ai fait la route de l'Orient, il y avait des grains, il y avait du soleil. Et je me suis dit que tu faisais un beau métier, qu'en ce moment, il était quand même assez intense, parce qu'on a tous vu le départ de la Jacques Vabre, qui a été exceptionnel du point de vue de l'image, des images. Pour ceux qui ont regardé le départ de la Jacques Vabre à la télé, je vous encourage à le revoir si vous ne l'avez pas vu. Et il y avait un gars dans un hélico avec un téléobjectif et qui s'est régalé, et c'était toi. Raconte-nous, quand on est derrière le boîtier, raconte-nous la matinée ou le début d'après-midi que tu as vécu au Havre avec ces images exceptionnelles du vent, des bateaux qui vont vite, très vite, les lumières de la Normandie, de la baie de Seine, puis les rayons de soleil qui allaient, ce vent, ces stries de clapots serrés. Tu t'es gavé? C'est le moins qu'on puisse dire. C'était vraiment des conditions exceptionnelles. Ça s'annonçait plutôt pas mal dès le matin, quand on a commencé à faire les ambiances du ponton. Et puis le vent a commencé à rentrer, et puis dès que les derniers Ocean 50 ont commencé à sortir du port, il a commencé à pleuvoir. À bien pleuvoir même. Et bon, on s'est dit oui, ça allait être une journée mitigée. À quelle sauce allons-nous être mangés dans l'hélico? Est-ce que ça va être couvert? Et puis au moment d'arriver à l'aéroport, il y avait plusieurs hélicos qui étaient là, puisque j'étais pas tout seul, il y avait différentes caméras, différents photographes qui étaient là aussi. Et là, d'un seul coup, le ciel s'est quand même assez ouvert, et ça présageait quand même quelque chose de pas mal. Il y avait du vent vraiment sur le tarmac, il y avait vraiment du vent, ça sifflait dans les pales. Ça c'est bon signe. Et ça c'est bon signe, surtout quand le soleil est là, avec un peu de nuages, quasiment un ciel de traîne, c'était vraiment super. Et puis l'heure arrive et il a fallu décoller. Et là, les bateaux ont commencé à se mettre en place. On a tout de suite cherché la drop zone, qui est la zone où les équipiers sautent du bateau, parce que j'étais avec la caméra du direct. Donc, les contraintes étaient de se fier et de suivre les intentions du réal. Et donc, on est tout de suite allé à la drop zone et on commence à voir les équipiers qui sautent les uns après les autres. Ça, c'est déjà des ambiances toujours sympas. Et je me souviens d'ailleurs d'un départ où le boat captain d'Initiative Cœur, Eric Lamy à l'époque, avait fait il était monté sur l'outrigger juste quand l'hélico est arrivé, il est monté sur l'outrigger, il avait fait un petit saut périlleux et pof, il sautait dans l'eau. Ça, c'était assez sympa. Bon, bref, là, personne ne l'a fait, mais c'était quand même sympa. Et surtout que juste après, une fois que les bateaux étaient libérés de leurs équipiers, ils ont commencé à s'échauffer. Et là, on a vu SVR commencer à abattre, d'abord à dérouler en se mettant un peu bout au vent, dérouler, et puis d'un seul coup abattre. Et là, juste avant la ligne, pour s'échauffer, il a commencé à décoller. On s'est dit, oui, ça ne devrait pas être mal comme prise de vue. Et tu sens, quand tu montes dans l'hélico, tu sais que tu vas avoir, du point de vue des images, la journée va être exceptionnelle. Tu le sens un petit peu. Là, tes images, notamment du départ des classes 40, circulent sur tous les réseaux, partout, sont repris partout, parce que ça fume. Enfin, c'est vraiment un peu à contre-jour, c'est exceptionnel. Toi, tu sens, il y a un instinct du photographe quand tu montes dans l'hélico, tu dis, oh là là, ça va pas être comme les autres jours, quoi. Oui, tu le sens pas à ce point-là. Là, vraiment.
La flotte des classes 40 s'est vraiment lâchée avec ces 2 bords là qui ont été exceptionnels pour aller jusqu'à la bouée. Mais il y a toujours le risque d'un grain ou d'une pluie au moment à l'instant T du départ. C'est toujours pareil, c'est qu'on dépend de ça. Donc il suffit qu'il fasse très beau et avec ce temps très changeant, le grain peut arriver et puis il peut y avoir un grain, une pluie et puis il peut pleuvoir pendant tout le bord et là c'est plus du tout les mêmes sensations. Ça fonctionnera parce qu'on sait faire sous la pluie, mais c'est plus du tout les mêmes images. Mais on a toujours cette petite appréhension, puis après on vit l'instant qu'il faut. De toute façon le départ est à 13h02, on n'a pas le choix, donc on verra bien, mais on sent quand même que c'est des conditions super. Ouais. Et le fameux bord de reaching des classes 40 là, alors tu te mets des deux côtés de la flotte, enfin l'hélico va passer des deux côtés de la flotte, au vent et sous le vent, et donc on voit des images là quand tu shootes. Là, tu le sais. Là, tu sais. Là, tu sens un truc. Tu sais que tu as une plaque, c'est comme ça qu'on dit chez photographe. C'est ça, exactement. J'avais déjà eu l'expérience il y a quasiment 25 ans. Même, oui, quasiment 25-27 ans. J'avais déjà eu la première expérience de cette sensation de sentir une plaque et ça m'a accompagné assez, pas très souvent, mais ça m'a, quand tu le fais, ça se sent. D'accord. Là, tu sais que tu as quelque chose. Et après, j'ai du mal à me dire que c'est super. Ouais, voilà, j'ai toujours un petit il y a du speed, toujours au taf, ouais, et puis j'ai toujours ce doute parce que je suis comme ça, je suis jamais sûr de moi à 100%, c'est ma personnalité. Et j'ai toujours un peu de doute et je m'en rends compte un peu après, mais quand ça vient, je sens que j'ai quelque chose, ouais. Mais c'est vrai que cette série, il y a d'abord une série où on est très bas parce qu'on avait la possibilité. Il volait, mais il y a des images de l'hélico qui vole à côté des ultimes notamment. Alors je sais pas dans quel hélico t'étais du coup, mais il est à 5 mètres au-dessus de l'eau, quoi. Oui, c'est fou, quoi. C'est un pilote qui est très très bon, toujours dans les consignes de sécurité, bien sûr. Mais c'est vraiment un super pilote. Yves-Marie, il a été très très bon. Tu peux donner son nom, hein. Yves-Marie L'Hôpital, il a été très excellent. Et à tel point que parfois on lui disait, bon, Yves-Marie, on peut remonter un petit peu parce qu'on a les embruns sur les objectifs. Alors ça arrive assez souvent quand on est en 3/4 arrière, là, juste quand on reçoit la fumée. Et il y a un moment où il est bas, non seulement on a les embruns du bateau, mais il y a aussi la poussée de l'eau, du rotor sur l'eau avec des embruns qui remontent. Donc il faut toujours monter un tout petit peu. Mais ça se joue à pas grand chose, hein. Il suffit d'1 mètre et là on ne reçoit plus d'eau. Mais bon, parfois ça brumatise un peu. Et d'ailleurs, on y reviendra peut-être, hein, mais avec le pilote de l'hélico, vous avez une connexion particulière. Enfin, c'est un métier. C'est pas tous les pilotes d'hélico qui savent bosser avec des photographes pour prendre des photos aériennes de bateaux, quoi. Non, il y en a pas beaucoup. J'ai eu la chance de travailler avec deux références, 2 génies. D'abord Daniel Manoury, évidemment, ça personne, nom, qui est un très très grand nom du pilotage de l'image et qui sentait parfaitement les choses, qui était exceptionnel. D'abord d'une gentillesse incroyable et puis d'un professionnalisme dingue et d'une facilité. T'avais jamais l'impression que l'hélico avait une contrainte. C'est-à-dire que, d'autant plus qu'à force d'en faire, mon premier vol avec lui, ça devait être en 95. Juste avant, j'avais volé plusieurs fois avec un autre pilote de Nantes qui était Éric Auger. On volait en Alouette à l'époque. Et en 93-94, on volait en Alouette, donc c'était un peu moins réactif. Et là, Daniel, avec son écureuil à Vannes, on sentait bien qu'il n'y avait pas beaucoup de limites, et si limite il y avait, on ne lui demandait pas, parce qu'à force de faire des vols avec lui, on commence très vite à comprendre les contraintes de la machine, et que s'il est en bout de pied et qu'il peut plus faire tourner l'hélico parce que justement il est contre le vent et qu'il est en bout de manche, en bout de pied, on sait très bien qu'il ne faut pas insister et que l'hélico doit revenir dans un sens. Vous aussi, vous finissez par apprendre le vol, en fait. Ça se sent. Donc il y a d'abord eu Daniel, bien sûr, et puis est arrivé ensuite l'exceptionnel Thierry Legnac, qui lui, pareil, avait le sens de l'image, arrêté il y a très peu de temps, l'année dernière, qui avait un sens de l'image. On lui disait, bah voilà, on est au grand angle, on est au télé, pof, tout de suite, il ralentissait l'hélico, il le mettait à la bonne altitude, à la bonne distance, il maintenait la distance vraiment très bien. Donc c'était très agréable de bosser avec ces deux personnes. Il y a un autre pilote qui est super dans le sud, qui est Michel de Rosinski, avec lequel j'ai beaucoup travaillé sur les bateaux à moteur notamment, parce que j'aime beaucoup aussi J'aime beaucoup aussi les prises de vue des bateaux à moteur, et parce que j'ai eu l'occasion d'en faire avec les magazines, et c'est vraiment super. Et donc lui il est très très bon aussi. Et puis maintenant, il y a d'autres pilotes qui sortent, notamment Yves-Marie L'Hôpital qui est à Vannes et qui est vraiment un pilote exceptionnel également. Ouais, donc du coup, on les fait venir au Havre. Voilà, tellement c'est une spécificité, tellement il faut savoir, on les fait venir, on les déplace, quoi. Oui, ils vont au Havre, ils viennent au Sable d'Olonne, ils font des mises en place assez importantes, mais
Au final, si jamais tu prends un hélico local avec une personne qui n'est pas habituée ou qui pilote mal, ce que tu vas payer avec un hélico local, la mise en place que tu vas économiser, tu ne vas pas la gagner en prise de vue, parce que les prises de vue ne vaudront pas le coup. Donc c'est vraiment important de venir avec un pilote, en plus que tu connais, parce que ce sont des conditions quand même pas faciles. Bah oui. Il y a du bruit, même si on a les casques, il y a du bruit, c'est des conditions assez particulières de pilotage, ça je pourrais pas me permettre de dire si c'est dur ou pas. Ouverte par exemple. Hein. Voilà. Tout parce que, porte ouverte même. Porte ouverte, donc là on est porte ouverte, on enlève la porte de devant et on fait coulisser la porte coulissante à l'arrière, ce qui fait qu'il y a un courant d'air, du bruit et des embruns qui rentrent, et on a les pieds dehors, on est accroché par une simple ceinture. Moi si on parle un peu technique, moi je déteste être accroché avec un harnais. Parce que en fait c'est jamais évident si l'hélico tombe dans l'eau, et bien chercher la sortie du harnais c'est jamais évident. Quand il y a des harnais, il faut que ce qui est important c'est que ce soit ouvert par l'avant, comme ça on peut éventuellement, si jamais on est tombé encore conscient dans l'eau, c'est quand même beaucoup plus simple de tourner une sortie de harnais et de ressortir comme ça. Mais c'est vrai que la ceinture simple autour de la taille c'est vraiment bien, quoi. Allez, on rentre dans les détails. J'avais pas pensé. Non, mais j'avais pas pensé à. J'étais jamais projeté dans ce cas de figure-là. Ouais, évidemment qu'il y a on y pense. Il y a des mesures de sécurité assez naturelles. Je reviens sur la Jaguar. Une fois que la séquence est finie, qu'est-ce qui se passe pour vous? L'hélico repart en courant. Tu repars au centre de presse décharger tes photos, ou t'as de la télétransmission? Comment ça se passe techniquement sur une grosse épreuve comme ça où beaucoup de gens attendent les images, évidemment? Alors, la télétransmission, c'est une évidence, on le fait depuis pas mal de temps maintenant. On envoie les photos directement via un petit routeur, directement sur un FTP. Parce que sur ton appareil photo, il y a une transmission. T'as une carte 5G ou 4G et ça envoie, non? C'est un petit routeur qui est séparé, mais qui est en relation Wi-Fi avec l'appareil photo. D'accord. Qui envoie une certaine taille de photo, et je choisis cette taille directement avant de photographier, et j'enregistre les photos en deux formats, et j'envoie un format plus léger pour que les photos partent. Et depuis l'hélico, du coup. Depuis l'hélico, et je garde le gros format pour pouvoir le traiter ensuite en cas de besoin pour les hautes qualités qui restent dans la carte, et ça je vois ça au bureau après. Mais l'avantage c'est que on envoie les photos sur un FTP, et il y a une personne qui le récupère. Là on travaille avec l'agence Aléa, avec Arnaud Le Trésor, avec lequel on travaille beaucoup, et donc ça on aura l'occasion d'y revenir certainement. Mais donc Arnaud récupère les photos sur le FTP, les traite, et une photo toute faite du départ peut arriver et être disponible sur une plateforme 5 minutes après. C'est-à-dire qu'elle est reçue par le FTP, elle est éditée, elle est légendée, et elle est mise en ligne. Ouais, comme sur tous les grands événements sportifs. Mais je me demandais si depuis un hélicoptère, je sais que ça se fait beaucoup depuis les pelouses ou depuis les terrains de tennis, mais je ne savais pas si ça se faisait depuis un hélico en vol, quoi. Alors ça marche de la même façon, il y a juste la petite inconnue des interférences avec les systèmes de direct. Okay. Parce que forcément la télé envoie le signal en direct via un avion qui est au-dessus de nous, qui tourne et qui le renvoie à terre. Est-ce qu'il peut y avoir des interférences? Je n'en suis pas sûr, ça n'est jamais vraiment arrivé. Ou quand ça part, est-ce que quand les photos ne partent pas, est-ce que c'est un problème de communication entre le routeur et le réseau, ou c'est ces données-là avec le direct du télé, j'en sais rien, mais toujours est-il que ça peut avoir une interférence. Donc, de temps en temps, on essaie. Mais voilà, le principe est celui-ci, ce qui permet d'envoyer tout de suite une grosse sélection de photos qui est traitée en direct et qui est envoyée à la course, directement mise en ligne à disposition. Et ensuite, on revient et on refait une deuxième passe pour voir, évidemment, on est passé à côté de certaines choses parce qu'on fait des sélections rapidement dans l'œil, pof, on envoie. Oui, tu sélectionnes sur l'écran de ton appareil photo, tu fais la sélection et tu appuies sur envoi, quoi. Exactement. Le premier editing, il est là, quoi. Ouais, exactement. Et donc c'est là aussi que tu vois, c'est là que tu te rends compte, j'imagine, que certaines photos sont fortes et qu'elles vont bien fonctionner, quoi. Oui, alors tu le sais à la prise de vue, tu t'en rends quand même plus compte derrière un ordi, tu le sais à la prise de vue, donc tu l'envoies, mais tu t'en rends plus compte une fois que tu es au calme dans un ordi. Il faut toujours se mettre dans l'idée que c'est bruyant, qu'il y a du bruit, que tu as d'autres chats à fouetter que de transmettre, parce que forcément il se passe des choses devant toi, donc tu le regardes. Et l'avantage de ces appareils-là, c'est qu'ils peuvent, tu peux continuer à photographier pendant que tu transmets. Donc tu regardes, clac, t'appuies sur le bouton, puis là le boîtier fait tu fais les deux en même temps. Fait tout seul sur le système, et toi tu continues à appuyer. Et est-ce qu'à terre, est-ce que Arnaud chez Aléa, il joue un rôle de rédacteur en chef en disant tu m'envoies trop de classe 40, mets-moi un peu plus d'ultime? Ah oui, complètement. Voilà, il fait ce job-là pour toi. Oui. Après, alors toi tu dépends aussi, le pilote il bosse d'abord, j'imagine, pour la Real TV. Quand on est en Real TV, oui. Oui. Quand on est dans un hélico plus indépendant, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais au final, à partir du moment où on connaît cette contrainte, on la connaît aussi à terre.
Ce qui fait que si j'envoie plus de classe 40, c'est parce qu'on est resté un peu plus longtemps sur les classes 40 et que c'est beau. Et de toute façon, il faut prendre ce qu'il y a. Donc, on va pas s'arrêter de photographier ou de distribuer tout ça parce qu'on a fait peut-être moins de bateaux que d'autres. C'est comme ça. Ça fait partie des contraintes. Et puis, oui, ou inversement aussi, tout à coup, il peut te dire, mais il y en a un qui a dématé, va dessus, vite aller dessus, etc. Oui, ça fait partie. Il y a un travail à terre. Il y a un travail à terre. Il y a un travail de réal TV et c'est une sorte de réal photo, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça, ou de rédacteur en chef. Alors souvent dans les hélicos, il y a également la VHF marine. Avec laquelle on ne peut pas parler, il n'y a que le pilote qui est l'intercom, donc il peut parler, par contre nous on l'entend. Donc on entend aussi ce qui se passe. Alors branchez sur le canal de course du coup, voilà. 77 ou 72, et vous entendez les discussions du canal de course éventuellement. On entend les discussions. Ça fonctionne notamment, on s'en sert notamment beaucoup quand on va en banque image. C'est-à-dire que les banques images, comme son nom l'indique, c'est vraiment l'histoire de réaliser un bon nombre de prises de vue avant le départ de la course, qui vont servir à la communication pour pouvoir... de un bateau, quoi. De un bateau, deux bateaux s'ils se se réunissent, mais on photographie un seul bateau, on passe du temps avec lui, on fait un petit bord de près, un petit bord de reaching, les gars sortent pour nous saluer, on fait une banque images qui vont servir tout au long de la course, parce que forcément, même s'ils ont des drones, il y en a peu qui s'en servent, mais même ceux qui s'en servent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire en hélico sur une banque image. Donc on charge en images, et donc là forcément ils sont à un point donné en FIEG au large de Lorient, au large de Groix, mais il faut quand même les retrouver. Donc très souvent on les prévient en leur disant voilà, on arrive, étant donné que les billets de 100 € partent assez vite en hélico. Si on arrive sur l'hélico et que le bateau est en train d'être bricolé, qu'il n'y a pas de voile d'avant ou que rien n'est prêt, forcément c'est des billets qui partent pour rien. Ce qui fait l'autonomie en gasoil n'est pas non plus illimitée. Oui, alors ça va, c'est quand même... ça n'existe plus de faire un plein complet. On l'a fait sur beaucoup de bateaux, mais ce n'est plus la tendance de faire un plein complet sur un bateau. Ça n'existe plus. Plutôt de faire deux bateaux sur un plein complet, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça nous est arrivé de partir de Vannes de nuit, se poser à Pamar, enlever la porte, aller faire deux bateaux et être obligé de refueler à Quimper parce qu'on ne pouvait pas rentrer, quoi. Ça, c'était il y a quelques années. Ce n'est plus le cas. Bon, on va parler de tout ça. On va parler aussi au fil du temps, on parlera un peu de l'irruption des drones, des pressions environnementales. Enfin voilà, on va parler de tout ça parce que ton métier est vraiment au cœur de plein de choses. Donc c'est vraiment hyper intéressant de voir à quel point nous on voit juste la photo en fait. On est là, on se dit qu'elle est géniale et on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière et les enjeux qu'il y a autour. Alors avant d'être ce cadre de la photo qui photographie depuis un hélico les plus belles courses du monde, t'as été un petit jeune. On a le même âge, donc je peux dire que t'as été un petit jeune. Et comment on devient photographe de mer? On fait notre petit flashback habituel. On repart à Pontivy, plutôt au centre du Morbihan, enfin au nord du Morbihan pour être précis, plutôt un bourg, sous-préfecture, plutôt environné d'agriculteurs, on va dire. Beaucoup. Et comment est-ce qu'on finit par voler en hélico et prendre des photos de bateaux? Eh bien, j'ai toujours navigué avec mes parents. Mon père a toujours navigué, a toujours eu un bateau, avec des petites croisières familiales, des petites navigations. Le bateau était basé au Bas-Pouldu, parce qu'on avait une maison au Pouldu. Et donc le bateau était... Donc à la frontière entre le Morbihan, c'est la rivière qui fait la frontière. C'est la Laïta. C'est la rivière qui fait la frontière entre le Morbihan et le... Donc mon père avait son spot de surf d'ailleurs, l'entrée de la rivière en question. Mais... L'entrée de la rivière est un peu chaude à tel point qu'on naviguait constamment depuis ce port jusqu'à bien sûr Groix, Watt, Édic et en croisière, pas en course, quoi. Ah non, en croisière. Mon père n'a jamais navigué, mais on n'a jamais couru, n'a jamais régaté, mais toujours en croisière. Lui, il faisait des naves aussi avec des copains dans les Amples normandes, tout ça, et les navigations familiales se faisaient sur le bateau. J'ai toujours une passion pour les différents bateaux de croisière. Je pense que la suite a été conduite par ça, mais la suite des essais nautiques, on y reviendra pour les magazines, mais tu vois, on avait un Sangria. On a commencé sur un Sangria, ancienne version, avec un hors-bord, ensuite un NV. Mon père naviguait aussi avec des copains sur un Flush Poker, sur un Melody. Donc c'est plein de différents bateaux comme ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est plein de bateaux des années 70 et 80. Voilà, c'était les best-sellers de Jeannot, entre autres, de cette époque-là. Voilà, donc on naviguait sur ce Sangria, et puis on allait très souvent à Édic. Et un soir où on rentrait d'Édic, il fallait repartir auprès dans la plume, et mon père dit non, on peut pas y aller, c'est trop la baston. J'ai entendu parler là, dans les années 74, j'ai entendu parler d'un tout petit port qui vient d'ouvrir, on va se poser au Croesti. C'est tout petit port, il y avait 3 places, il y avait 3 pontons, on se pose là, et résultat on est resté 20 ans, on a eu une place là en amoyodisation, ça coûtait rien à l'époque, mon père l'avait acheté pour 20 ans.
Et donc le bateau est resté là, ce qui Donc fait c'était avant que ça devienne cet immense port de plaisance avec plus de 1000 anneaux, qui est très moderne. Qui est très moderne. C'était avant l'extension, quoi. Bien avant l'extension. Ah oui, d'accord. La capitainerie était à Algeco. Okay. Et pour construire le port, ils avaient enlevé de la terre. Ils s'en étaient servis pour faire des parkings en rond. Et ils avaient fait des grandes collines de terre. Je me souviens, on faisait du vélo là. Et nous, on allait constamment, tous les week-ends, on allait au bateau. Le bateau n'était quasiment jamais hiverné. Donc on allait avec les parents faire tourner le moteur, une journée, peut-être pas sortir parce qu'il y avait baston. Si on sortait, hop, on tournait tout de suite à droite et on naviguait dans le golfe du Morbihan. Il y avait beau y avoir 30 nœuds, une fois que tu as passé la décharge qui est le vent contre courant au niveau de Port-Navalo, une fois que tu as passé ce petit endroit un peu secoué, tu peux naviguer un week-end en mer plate, c'est exceptionnel. Donc on naviguait tout le temps, tous les week-ends. Alors juste pour préciser, pour ceux qui connaissent pas, quand vous rentrez dans le golfe du Morbihan, je vais schématiser à très gros traits. À gauche, il y a la Trinité-sur-Mer et à droite, il y a le Crusty. Pour faire très très simple. Et c'est vraiment voilà, et on est à l'entrée, enfin c'est la face nord de la baie de Quiberon. Voilà. Et donc là l'avantage c'est que c'est un endroit hyper protégé, on pouvait naviguer et je me souviens même que on retrouvait des copains avec lesquels j'étais à l'école, au collège, au lycée, et on se disait au revoir le vendredi à 16h30, 17h, et à 18h30 on se retrouvait tous avec des différents bateaux des parents. On était à couple, il y avait un Mélodie, il y avait un Kelt 707, il y avait un Sangria, il y avait une tarentelle, il y a plein de différents, on était 5 ou 6 bateaux avec des copains des parents, et on était là, et on était une quinzaine de jeunes à aller naviguer et se retrouver le week-end pour naviguer. Donc c'était constamment du bateau, naviguer comme ça en famille avec des souvenirs incroyables. Et on est déjà dans un endroit où, enfin, la Trinité-sur-Mer est juste à côté, il y a déjà des coureurs, il y a déjà un pôle qui se développe. Oui. Ça t'attire pas du tout à l'époque ? T'as pas du tout régate ? Alors non, ça m'est venu plus tard la régate. J'ai fait ensuite pas mal de Speedwest France. J'ai fait une première semaine de Cause, j'avais avoir 16 ans. Ah quand même. Ouais. On est parti de Cherbourg et puis en Jouet 37 Master, on est parti à Cause une semaine avec des gens que je connaissais. Enfin bon voilà, on a traversé. On a fait la semaine de Cause, c'était une super expérience. Et ça c'était vraiment mes premières années régate. Ensuite il y a eu le trophée des lycées, ensuite il y a eu des régates comme ça. Mais donc tu t'y mets assez tôt. Oui, je m'y mets assez tôt. Par contre, pas de voile légère, pas d'olympisme, pas de... Non, j'ai toujours fait de la planche. Ah, quand même. Ouais, j'ai dû avoir ma première du four-wing, je devais avoir 11 ans. Et ensuite, je suis passé sur un custom locomotive. Je me souviens encore, il était jaune et rose. Et avec des voiles art qui étaient coupées sur le haut. Ça, tout à fait. Le cutaway. Le cutaway. Excusez-nous, là, c'est le moment, l'instant de nostalgie des quinquas qui ont fait de la planche. Exactement. Voilà, ensuite, la fanatique du Trabois. Le designer s'appelait Art Spindler. Ah, bah voilà. Ensuite, une fanatique ultra-bois. Enfin, moi aussi j'ai eu ça. Ouais, voilà. La photo. Pardon, excusez-nous. Avec le pont légèrement évasé à l'arrière. Exactement. Pour que l'angle de la cheville soit pas. Et puis avec une déco dingue. Il y avait une Mosquito aussi qui était superbe, une noire. C'est des fanatiques. Ouais, voilà. Excusez-nous. Bref. Donc voilà, j'ai toujours fait de la planche. J'ai fait un peu de voile légère parce que j'ai passé un monitorat de Qatar ensuite assez rapidement. Et donc j'ai passé un monitorat catamaran et planche. Donc ça s'appelait le KEV à l'époque. Et je passais dans les écoles de voile. Donc la voile légère est venue un peu, mais jamais en régate. Et la régate est venue plus tard. Je me suis tout de suite vraiment intéressé à la navigation croisière et la navigation de bateaux, navigation routurière et de bateaux de plaisance. Et quand t'es ado ou jeune, c'est une passion qui prend toute ta place, ou tu fais ça comme tu joues au foot le mercredi, ou c'est quoi ta relation à... C'est une passion qui prend la place, oui. Oui, c'est vraiment une passion qui prend la place. Si je dessine une planche qui saute une vague avec la petite voile et puis pof, le truc qui tire sur la vague. Enfin voilà, je vais pas dessiner une fleur ou un cheval, c'était pas mon truc. C'était vraiment la voile. Alors, donc ça a toujours été ça et on naviguait tout le temps. Donc c'est quelque chose qui me prenait du temps. Enfin qui me prenait par passion, qui ne peut pas chronophage comme peuvent vivre les jeunes aujourd'hui où ils font de la régate en accra, en voile légère. Ça leur prend un vrai temps. Et ça, c'est le fils de champion, c'est le père de champion, pardon, qui dit ça parce que t'as un fils qui est très très bon, qui a déjà qui a eu un titre de champion d'Europe ou de champion du monde, Il a été avec Elliot Coville, le fils de Thomas, avec lequel il naviguait. Ils ont été champions du monde des moins de 16 ans en Accra 15 à Marseille. 15, voilà. Et c'était un départ de Transat Jacques Vabre. Je vais voir Fabienne à l'époque, je lui dis je crois que, je sais pas, mais j'ai l'impression que Gustave Elliot est en train de gagner un truc, là, je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais. Donc Fabienne me dit, je sais pas, on va en parler, on va faire un petit communiqué, je sais pas. Et puis après, bon, c'est tombé à l'eau, mais. Ouais, c'est assez. Bon, bref, c'est un petit. Bref, voilà. Pour ça, la comparaison entre les deux adolescences se fait pour ça. Et est-ce qu'il y a de la photo à cette époque-là ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas du tout, c'est venu très tard.
T'es un voileux devenu photographe et non pas Oui. un photographe qui était voileux. Ah oui, complètement. Et c'est venu très tard en me disant, au moment des études, bon ben voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'avais envie de rester de travailler dans le bateau. C'est là où le déclic s'est fait. Il y avait différents métiers. On pouvait être skipper professionnel. Moi, je n'avais pas trop envie. Ce qui se passait à l'époque, c'était souvent 6 mois aux Antilles, 6 mois aux métropoles, des convoyages. C'était très peu professionnalisé comme ça l'est aujourd'hui. C'était quelque chose qui m'intéressait pas. On pouvait éventuellement, il y a plein de métiers, il y a des tonnes de métiers, mais on pouvait éventuellement avoir une concession de bateau, être vendeur de bateaux de plaisance, mais c'était pas mon truc non plus. Et puis à force de lire Voiles et Voiliers, Neptune, Grand Voile à l'époque, ces magazines, je me suis dit pourquoi pas la presse nautique et pourquoi pas l'image. Et c'est comme ça que c'est venu en fait. C'est vraiment par hasard quoi, en étudiant les pistes, les différentes pistes. Et en essayant. Mais du coup, t'as jamais pris une photo avant de rentrer en école de photo, quoi? Non, jamais. C'est ce que tu fais après tes études ici, à Vannes. Oui. T'habites à Vannes. J'habitais à Vannes, ensuite j'ai passé mon bac à Vannes, à Saint-Paul. Pour des raisons familiales, on est venu se rapprocher de Vannes. Et ensuite, il est question de se dire qu'est-ce qu'on fait? Il n'y avait pas Parcoursup à l'époque, donc on s'y prenait pas si tôt. Et donc je suis parti faire une école photo à Paris pendant un an. C'était passionnant, ça m'a appris plein de choses. Je fais différentes photos parisiennes, mais je revenais toujours le week-end faire des photos des entraînements d'hiver. Et la photo, pareil, tu rentres dedans tout de suite? Ah ouais, je rentre dedans tout de suite. Parce que tu as l'air de dire que c'est un choix un peu, pas par défaut, mais un choix, ça peut être un choix comme un autre. Pas par défaut. Par contre, la connexion se fait immédiatement, quoi. La connexion se fait immédiatement parce que je ressens ce plaisir d'être sur l'eau. D'être sur l'eau, d'être en semi-rigide, d'aller sur l'eau, et de voir les bateaux qui passent, de voir les. J'ai l'impression, souvent, ça m'arrive, même encore aujourd'hui, alors pas dimanche dernier parce que j'avais pas eu le temps, mais de poser le boîtier et de me dire mais c'est formidable là où on est, quoi. C'est super comme bureau. Alors on va voir un peu plus tard que t'as fait d'autres styles de photos, et notamment de la photo de cuisine, et ça c'est vraiment un exercice totalement différent. Mais j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on fait son trou quand on est un jeune photographe. Comme ça, c'est pas forcément, c'est un milieu avec ses codes, et c'est un savoir-faire très spécifique. Vous travaillez beaucoup au téléobjectif. Voilà, c'est une discipline spécifique de la photo. Comment toi t'as appris le métier et comment t'as réussi à rentrer un petit peu dedans? Alors j'ai appris le métier par moi-même, vraiment par moi-même, parce que l'école photo m'a appris les codes de la technique, quoi. Les bases techniques, les codes de la photo, mais pas du tout la photo de sport ou la photo de voile. Et à l'époque, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Déjà, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait tout juste des téléphones portables. Il n'y avait pas le numérique. Il n'y avait pas le numérique. C'était de la pellicule. Et il y avait des références, des gens de référence qui étaient un peu autour de moi, qui étaient bien sûr Jacques Vapillon, Philippe Plisson. Un peu plus loin, il y avait Benoît Stichelbaud qui était vers le nord de la Bretagne, Yvan, et puis il y avait et puis il y avait surtout Gilles Martin Raget, et quelqu'un qui m'a à Marseille, et quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui était pas trop sur les côtes mais qui était une référence, qui était Erwan Camere. Oui, tout à fait. Et Franco Pace, qui était un Italien, qui pour moi était la crème à l'époque. Tu as un maître, un type qui t'a inspiré ou qui t'a vraiment tu décortiquais tout? Oui, je pense que le décorticable à l'époque, c'était Gilles et Franco Pace. Gilles Martin Raget et Franco Pace. Gilles qui est toujours là. Hein. Qui est toujours là, oui. On en discute d'ailleurs très souvent, mais c'était vraiment des références. Après, chacun avait leur style différent par les photos qu'il faisait. C'est-à-dire que Gilles était un spécialiste de la coupe. Thierry était un spécialiste plus de course au large parce qu'il a... c'est Thierry Martinez. Thierry Martinez, pardon, oui. Faut que lui aussi, ça c'est la Bretagne Sud. Ils étaient tous pour beaucoup en Bretagne Sud. Oui, on était basés en Bretagne Sud, mais c'était des photos... comme on fait aujourd'hui pour certains d'entre nous, c'est toujours de la photo worldwide. C'est-à-dire que Thierry était très spécialisé dans la coupe, parce qu'il en a fait beaucoup, mais aussi dans la Volvo, dans la Whizbread à l'époque, oui, voilà. Parce qu'il a suivi un projet de la Whizbread avec la Poste. Et donc, si je me trompe pas, je crois que c'est comme ça qu'il est rentré vraiment dans le milieu de la course au large. Donc, chacun avait ses styles différents et chaque support offrait des images différentes. Et la base, c'était quand même d'utiliser les téléobjectifs. Et ça, c'est vraiment Erwan Camere qui a initié l'histoire, quoi. Donc, c'était un style très particulier, avec des images écrasées. Et, ça se voyait tout de suite dans les magazines. Et à force de feuilleter les magazines, tu
tu regardes ce qui se fait, tu essaies, et puis une fois que tu as réussi, tu dis bah voilà, je vais faire à ma sauce. Et encore faut-il réussir, parce qu'on en a vu quand même beaucoup passer dans le milieu. Et tu réussis à faire ta patte, à faire ton style et à te forger une histoire et une façon de faire. Et donc c'est une forme d'écriture, de l'image, quoi. Et combien de temps il faut pour se forger son style? Toi, tu sais, si je te montre des photos et que je te donne pas le nom du photographe, tu sais reconnaître le... Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Oui, je pense qu'il y a un style et je reconnaîtrai. Oui, je les reconnais. Oui, oui, assez souvent. Alors, comment on fait combien de temps? Assez longtemps. Au début, tu photographies les entraînements d'hiver du Krusty. Assez longtemps parce que G24 et comment oui. T'arrives à... Assez longtemps parce que ce qui se fait et ce que tu as l'occasion de tester sur les grandes courses ou sur les grands événements, tu les ramènes aux plus petits bateaux. Et donc tout de suite les gens qui ont des plus petits bateaux qui étaient assez preneurs d'images à l'époque se disent bah tiens ouais, mais attends, c'est des images qu'on a pu voir sur des gros bateaux, mais au final il réussit à le faire avec mon petit J24 au championnat du monde de J24, au Speedwest de France, au Grand Prix du Krusty. Ah bah oui, c'est pas mal, c'est un style qui est vraiment sympa et c'est comme ça que ça se forge, mais il faut quand même pas mal d'années. Il faut surtout, je pense que connaître le milieu c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que savoir que le bateau à tel angle va être beau, savoir tout de suite le résumer en se disant ça c'est un exercice qui m'est apparu après avec William Borel, on en reviendra, mais de faire un test de bateau, de pouvoir le résumer en une photo. Résumer un bateau d'une photo, c'est pas toujours simple. Et donc il faut trouver son style en faisant, et puis tu le ramènes à différents sujets, et puis petit à petit ce style se forge et tu arrives à l'intégrer à différentes prises de vue, mais c'est quelque chose qui peut te prendre du temps. Oui. Et comment tu définirais le tien? On va reprendre le déroulé chronologique après, et du coup j'en profite. Comment tu définirais le tien? C'est difficile de parler de soi, vraiment c'est difficile de parler de son style. C'est pas fini, hein. Ouais. Ouais, à quoi t'es attaché quand tu prends une photo? Qu'est-ce que tu veux faire ressortir? Qu'est-ce que je sais pas si c'est une bonne question pour dire. Si, ce à quoi je m'attache particulièrement, c'est la présence de l'homme sur sa machine. C'est-à-dire que je dis souvent dans un certain angle, c'est un bateau fantôme. Bon, aujourd'hui, c'est un peu c'est-à-dire une photo sans skipper. Voilà. On voit pas juste la petite tête qui sort du. Voilà. C'est un petit peu le souci sur des bateaux, sur les bateaux d'aujourd'hui. Ouais, alors, ça va aller en empirant. Ça va aller en empirant. Donc, tu en fais un peu, tu en fais fi, puisque de toute façon, tu peux pas faire autrement. Mais quand tu fais un bateau qui est tout à fait classique, un bateau qu'on trouve dans le commerce, je veux dire, des bateaux de série ou des bateaux plus normaux. L'important, c'est de mettre la dimension humaine pour moi. Ça, c'est quelque chose d'important. Après, tu peux le faire pas trop au grand angle, mais ça dépend du sujet que tu veux trouver, mais ça dépend du bateau. Mais que ce soit au grand angle ou au téléobjectif, j'essaie toujours de poser l'humain quelque part. Tu vois, s'il est sous sa casquette et que j'ai la position, faut qu'on le trouve, quoi. Eh ben, je vais m'arranger et je vais attendre pour que cette photo, pour que l'homme ressorte de la tête, parce que je me dis, bon, bah voilà, ok, ça fait 2 minutes ou ça fait 30 secondes qu'il a la tête dans la casquette parce qu'il doit être en train de border, mais je sais très bien que il va remettre la tête dehors, d'abord parce que il est pas en train de dormir ou de checker sa météo, donc il va pas rester une demi-heure à l'intérieur, et puis je sais qu'il va ressortir, ce qui fait que je demande au pilote du semi-rigide ou du support, je lui dis, bah attends 30 secondes parce que là il va ressortir, et souvent je préfère attendre plutôt que d'appuyer et puis de me dire j'ai une photo qui me convient pas. Donc je dirais que moi ce qui me caractérise c'est la présence humaine et l'appréciation de la longue focale, du téléobjectif, de rentrer dans l'image. Alors on va revenir, on revient à notre chronologie. J'ai noté, j'ai pas beaucoup de dates, hein. C'est pas comme vous n'avez pas de page Wikipédia comme les coureurs ou les photographes. Je note qu'après tes études de photo, tu fais ton service militaire. À l'époque, jeunes gens, pour ceux qui nous écoutent, nous faisions notre service militaire. Voilà, obligatoire. Bon après il y avait quand même pas mal de gens qui passaient à travers la maille du filet, hein. Mais tu le fais au CIRPAMER à Lorient. Oui, alors en fait après les études photo, j'avais quelques mois parce qu'on avait des dates d'appel et on pouvait les repousser. Et je pouvais y aller juste après les études, et en fait je l'ai repoussé et j'ai passé un PPV à l'école marine marchande. Le capitaine 200 aujourd'hui. Voilà, parce que donc un diplôme de skipper pro. De skipper pro, parce que
C'était pas encore légiféré, il y avait pas toutes ces législations pour être skipper, et donc là, ma connaissance et mes navigations avaient fait que j'avais pas mal navigué aussi en solitaire sur le bateau familial, que je prenais le week-end pour aller en baie de Quiberon, pour aller faire une petite nuit en dormant dès que j'arrivais au petit matin à Belle-Île. Enfin, je me dis, on avait un Kelt 850 dériveur intégral à l'époque, et donc je partais assez souvent seul faire le tour des îles et revenir le lendemain matin. Donc ça, je devais avoir 18 ans, enfin je faisais mes petits tours comme ça. Et donc j'avais une certaine expérience de la croisière, c'est-à-dire que prendre un coffre à la voile, partir à la godille au mouillage, enfin tout ce qui se fait en croisière, c'était quelque chose qui m'a été attribué par les navigations familiales, puis ensuite je me le suis fait avec le temps. Et il se trouve qu'on m'a proposé, une boîte de Cherbourg à l'époque, m'a proposé pendant les vacances scolaires de skipper un bateau. Et donc je faisais de l'école de croisière à bord d'un First 35 S5 d'abord, et puis un 38 F5 ensuite. Donc des bateaux assez gros, avec des gens qui apprenaient à la journée ou pendant 2 jours le bateau, donc je faisais ça. Et donc j'avais la possibilité avec l'équivalence, de passer un PPV par équivalence, juste l'examen, mais j'avais vraiment envie de faire les cours. Je trouvais que j'avais des bases qu'il fallait. De toute façon, il faut toujours se mettre à la page et toujours apprendre, parce que j'avais aucunement la prétention de savoir naviguer plus que de raison, ce qui fait que j'ai trouvé ça vachement intéressant de prendre les cours pour asseoir les bases, pour faire du sextant, pour faire de la mécanique un peu plus, pour faire du médical. Donc c'est là où j'ai passé mon restreint, j'ai passé plein de choses qui servent à naviguer, et c'était une formation passionnante. Donc on était à François Toulec à Lorient, l'école de pêche, et j'ai passé ensuite la pratique au Sable d'Olonne. Et ça s'est passé très bien. On avait des épreuves écrites, et une fois qu'on avait passé les épreuves écrites, on devait passer une pratique en solo. Donc préparer une nave avec un point qu'on devait aller chercher, retour, et tout ça sans GPS, à la carto, enfin tout ça c'était fait. Et puis c'était une espèce de mini régate entre 2-3 bateaux qui durait un peu plus de 24 heures. En solo sur le bateau. Et puis à un moment, j'ai viré quand il fallait. Enfin, je pense que voilà. Puis je suis arrivé premier de cette épreuve. Donc les mecs m'ont dit vous êtes validé, tout s'est bien passé. Après ils décryptent la nave et puis ils disent pourquoi vous avez viré là. J'ai vu que j'ai bien senti que ça refusait. Donc j'ai renvoyé. Et puis je suis arrivé pile poil sur le point. Donc voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et une fois que j'ai eu ce PPV, je suis parti faire mon service militaire. Mais entre temps, pendant mes études photo, je suis allé rue Royale voir le maître principal Bourguedieu. Je dis monsieur, c'est bien, le service militaire. Rue Royale, c'est la rue qui part de la place de la Concorde, qui va à la Madeleine pour les non-parisiens. Et quand vous arriviez rue Royale à l'époque, parce que j'ai fait aussi mon service militaire et aussi au Sierre-Pavert, et à droite, il y avait l'état-major de la marine à Paris. Voilà, donc je suis allé le voir, je dis c'est bien le service militaire, parfait, je veux bien le faire, mais ce serait bien que je serais ravi que ça me serve. Et puis bien sûr, il m'a fait comprendre que ça se passait pas du tout comme ça, et que je verrais bien où je serais peut-être dans l'infanterie, peut-être n'importe où. Puis il se trouve que j'ai reçu ma convocation et j'étais appelé à Ourtin. Et parce que tu étais inscrit maritime, t'habitais sur le littoral. Oui, j'habitais sur le littoral. Donc ils ont accepté que j'aille dans la marine, donc je suis allé à Ourtin faire mes classes. Et puis j'avais le choix entre Toulon et Lorient, et j'ai décidé d'aller à Lorient, au service photo de Lorient, qui me permettait de rester proche du coin de navigation, et surtout j'avais aussi bien l'aéronautique, puisque j'étais basé à Landmeway, que le nautique avec les sous-marins à l'époque, les diesels. C'est là où sont tous les bateaux. Là où sont tous les bateaux de course aujourd'hui. Et ce qui est sympa, c'est que je me suis créé pas mal de reportages, parce que le vendredi soir, plutôt que de rentrer, j'allais à la base. On avait accès à cette base parce qu'on était appelé, on avait notre badge, et j'allais voir les différents commandants. Ce qui fait que j'ai pu créer des reportages. Alors toujours pareil, ils m'ont dit ça se passe pas comme ça, monsieur. Et puis au final, j'ai pu aller faire une surveillance des pêches dans le golfe de Gascogne sur une vedette avec le petit bateau. On est allé jusqu'à Blaye, on a fait plein de trucs. C'était vachement intéressant. J'ai pu faire les premiers approntages sur les frégates furtives des hélicos, j'ai pu faire de la TL2, et puis je suis même allé voir un commandant de sous-marin, je lui ai dit vous n'auriez pas un sous-marin qui part là dans le mois? Ça se passe pas comme ça, monsieur. Et puis en fait, si, je suis parti 15 jours en sous-marin, diesel, en dormant sur les torpilles, donc plein de photos à l'intérieur. Et toi, t'es le gars en fait qui a connu la base, ce qu'on appelle la base aujourd'hui, qui est pleine d'IMOCA, d'Ultime et de Mini et de Figaro et de classe 40. Tu l'as connu quand c'était une base de militaire. C'était une base militaire. Tu es un des rares acteurs du secteur aujourd'hui qui a connu la vraie base d'avant. Je sais pas, mais en tout cas, quand on rentrait, il fallait montrer patte blanche, et puis c'est un peu comme... c'était une base militaire, ce qui fait que c'était complètement fermé, et donc on allait dans le sous-marin, et puis je me souviens de ce reportage très bien, et puis on a fait des plongées, on montait, c'était super, c'était vraiment une super expérience. Et puis là je faisais plein d'images,
Et ma conscience professionnelle a fait que je suis parti avec rien, ce qui fait que je n'ai t'as aucune archive, t'as tout laissé. J'ai tout laissé, j'ai laissé. C'était soit des diapositives, c'était des négatifs, j'ai tout laissé, j'ai rien, je n'ai rien pris. Aux archives du CIRPAC. Je sais pas, toujours c'est dommage parce que ça m'aurait fait des bons souvenirs, mais non, je suis parti sans rien, donc je n'ai aucune trace de ça. J'ai dû avoir 1 ou 2 tirages qui traînent, mais c'est tout, quoi. Donc non, j'ai rien du tout. Alors c'est à l'issue de ça que tu deviens en fait formellement photographe. C'est en 95. Alors du coup, comment ça se passe? Parce que t'as beau dire, bah ça y est, je suis photographe, il faut quand même. Voilà. C'est pas vraiment une vie de salarié, en tout cas pas rarement. Comment tu t'installes? On ouvre un cabinet? C'est un peu ça, docteur. En fait, je suis libéré au mois de juin ou de juillet. Et je commence à me dire, bah voilà, maintenant il faut travailler. Ça, c'était en 94. Et en 94, je commence à être vraiment professionnel. Et je pars à la New Largue. Ah oui, bien sûr. Première régate, premier événement. Mais là, du coup, sur fonds propres, sans commande. Complètement, oui, complètement, sans commande. Ouais. Et je pars à la New Largue, je me dis, bah oui, c'est vraiment un coin où il y a les plus beaux bateaux, c'est pas possible, j'y vais. Et là, il y avait Carlo Borlaghi, il y avait Franco Pace, il y avait Thierry Martinez, il y avait Gilles Martin-Raget, il y avait pas mal de monde. Et il se trouve que ça se passe plutôt bien. Je ramène des images sympas. Et t'es bien accueilli? C'est une confrérie ouverte ou comment t'es Oui, ça s'est bien passé, oui. Oui, ça s'est bien passé parce que j'arrive de façon tout à fait normale, je découvre, voilà, c'est ça, oui. Ouais, donc vraiment, on n'a pas forcément la place dans l'hélico, on n'a pas... Il y a un peu de... Non, alors ça volait. Bon, moi, j'avais pas volé à la New Largue à l'époque. Il y avait eu du Mistral pendant 3 jours. On avait ramené des choses super, des images qui ont beaucoup plu. Et puis, juste après, il y avait le salon du Mille Sabords au Cresty. Et j'avais toujours mes affinités avec le Cresty parce que le bateau était là. Ça, c'est quand même quelque chose, vraiment un coin qui me plaisait. Mais je reviens sur la New Largue pour que les gens comprennent bien. Tu prends des photos, mais il faut les proposer à des gens pour qu'ils les achètent, quoi. Oui, alors. Et ça, c'est la partie la plus complexe du métier, au final. Mon premier contact. Comment tu fais? Alors, t'appelles qui? Tu fais quoi? Alors, mon premier contact avec la presse et les médias se fait par l'intermédiaire d'un book que l'on faisait à l'époque, c'est-à-dire il n'y avait pas de site internet. On imprimait des tirages dans des grands classeurs qu'on appelait des Panodia. Les Panodia étaient des classeurs pour ranger les diapos, mais ils faisaient aussi des grandes planches noires avec des grands classeurs que l'on présentait comme des dessins, et on faisait des tirages de bonne qualité, on allait les présenter, on présentait une 20aine de tirages, et donc je pars sur mon book, avec mon book sous le bras à l'AFP, voir Marcel Mochet, que j'avais vu, j'avais croisé 1 ou 2 fois, lui c'était un photographe déjà installé à l'AFP, et je l'avais croisé 1 ou 2 fois au Spios de France, donc je lui présente, c'est bien, très bien. Et puis je continue à aller voir des magazines, il y avait Voiles et Voiliers et il y avait Neptune à l'époque. Et ma première parution dans le milieu, c'est en 1994, c'est une photo d'un article signé par Alain Corollaire, qui était rédacteur en chef de Neptune, qui était le bateau de Bernard Moitessier, qui était au mouillage au Bono au moment de son enterrement. Et ça, c'était en 94. Ça, c'est ma toute première photo. Première parution. Tu te souviens combien c'était payé? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Mais ça, c'est la première parution. C'est ma première parution dans le milieu de la voile, parce que j'en avais eu un petit peu après dans d'autres canards plus génériques. Mais c'était ma première parution dans le milieu de la voile, ce qui fait que j'avais pris ce contact avec Alain Corollaire que j'étais allé voir quand j'étais à Paris, tout ça. Et donc, c'est cette première photo que je lui propose, qu'ils font paraître. Il y avait Bernard Winstein qui était là, il y avait toute une équipe. Et donc je continue à leur proposer des choses et je me suis dit bon voilà, je vais à la New Largue et puis on verra bien, de toute façon il faut bien commencer. Ouais. Donc j'y suis allé puis on verra bien, ça se vendra pas, bon faut bien essayer quoi, faut bien se lancer. Et je lui propose des photos et je savais que je pouvais lui proposer des trucs, bon ils ont paru pas. Et l'importance du contact avec Neptune fait que j'apprends en décembre ou en novembre que Neptune s'arrête. J'appelle Ruby, j'appelle toute l'équipe, il y avait un autre journaliste qui s'appelait Yann Georges à l'époque. Je leur dis, écoutez les gars, je suis désolé, je sais pas ce qui se passe dans votre magazine. Bah ouais, ça ferme, mais on a un projet, on tient au courant. Et ils créent Voile Magazine. Donc le contact s'est fait parce que je leur ai proposé ces photos-là, parce qu'ils m'ont fait la première parution. Et je commence à Voile Magazine numéro 2 ou numéro 3. On y reviendra, parce que là on a sauté des étapes. Donc quand je reviens de la New Largue, tout ça pour dire que quand je reviens de la New Largue, je propose des photos à des magazines comme ça, et puis je reviens avec plusieurs photos, et je me dis, tiens, ça peut peut-être plaire au grand public, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de les partager. Jacques Vapillon avait une galerie à la Trinité. Et donc ça se faisait en présentation de tirage. Donc je me dis, je vais prendre un stand au Mille Sabords, qui était le salon de l'occasion au Cresty, et je fais quelques tirages, et je les
propose en tirage sur les murs, et puis je vois que ça plaît. Je me dis, je vais pas m'arrêter là. T'en vends? J'en vendais. Ah ouais. Ouais, je faisais des tirages encadrés. Et puis je vais pas m'arrêter là, au Krusty, alors la Trinité, il y avait Jacques Vapillon, Philippe Lisson, un autre photographe s'appelait Loïc Jacob. Donc c'est un peu saturé, quoi. Voilà. Et comme j'avais pas grand chose à voir avec la Trinité, que j'étais plus au Krusty, qu'il y avait personne, je me dis je vais ouvrir une galerie. Donc j'ai ouvert une galerie. C'est juste à côté, mais il faut faire tout le tour du golf, donc voilà. Donc symboliquement c'est assez loin. Symboliquement c'est assez loin. Et donc j'ouvre une galerie au Krusty en 95, mars 95. Mais t'es tout jeune, hein. Mars 95, t'as... oui, t'as 24 ans. 24 ans. Et je m'installe dans cette galerie, ce qui m'impose à faire pas mal de photos pour l'alimenter. Ouais, donc il faut produire. Ouais, il faut produire. Il faut produire, tirer, encadrer. Tu ne fais pas de stock parce que c'est du tirage limité que tu fais à la demande, ce qui fait que... Parce que sinon, c'est le modèle différent de Plisson qui, lui, vous pouvez vendre beaucoup de ses photos. Parce que c'était des posters. Voilà, c'est ça. Et toi c'est des photos Moi, à l'unité, quoi. C'est des tirages originaux, parce que pour poster, un poster, ça veut dire comme un livre, ça veut dire un éditeur. Oui, tout à fait. Ça, je vais le connaître après. Mais il faut d'abord commencer en faisant des tirages. Et donc, le labo était à Rennes. Oui. L'encadreur était à Auray. C'était un labo qui s'appelait Rennes Color et qui faisait les tirages. C'était des tirages en cibachrome depuis des diapositives. Ça n'a rien à voir avec les tirages numériques qu'on peut faire aujourd'hui. Ça passe dans des bains, ça a des tailles plus ou moins grandes. Enfin, c'est tout un process. Et donc, ces tirages, il fallait les manipuler de façon précautionneuse parce que tu pouvais pas mettre de draps. Enfin, c'était assez compliqué. Et donc, j'ouvre cette galerie et je continue à produire des images. Et c'est comme ça que ça se lance. Ah, donc tu l'ouvres très très tôt, quoi. Enfin, oui. De toute façon, c'est plutôt l'aboutissement. C'est quand on a déjà un petit nom et on se dit je vais pouvoir en vendre comme ça. Mais toi, c'est par là que tu commences, quoi. C'est par là que je commence parce qu'il fallait bien que ça commence par un moyen ou un autre. Je me suis dit pourquoi pas là, parce que de toute façon, c'était un lieu qui commençait à devenir assez touristique. Donc il y avait du monde, du passage, et je commençais en faisant des images, et notamment des images. Je me souviens, j'avais fait 1 ou 2 séries en ULM à l'époque. Du golfe du Morbihan, des maisons sur la plage de Port-Navalo, et puis en fait les gens adoraient ces photos-là, donc on les faisait en tirage et les gens venaient chercher les photos de tirage, qui étaient une partie sur les murs de la galerie, à côté des photos de bateaux. Et là, à l'époque, je pouvais faire les photos il y en a un qui est très spécialisé là-dedans, qui est Michel Bourdin, qui vous accueille à l'entrée du port de Belle-Île et qui vend des tirages le soir en faisant le tour noir et blanc, toujours. Une photo encore d'un de ces bateaux. Oui. En plus, on comprend pas bien parce que le gars, il prend en photo, il vient démarcher les gens le soir et il vient avec nous, je me souviens encore, la photo était déjà encadrée, quoi. Ah mais bien sûr, il était livré. C'est impossible de résister. Ah bah oui. C'est impossible de résister. Tu vois ton bateau sous voile avec une petite signature en bas en blanc. Un beau cadre noir, et évidemment que tu l'achètes, quoi. Il se disait portraitiste de bateau. Exactement. Donc c'est vraiment le portrait, le bateau en entier, un style, un objectif et un boîtier, une pellicule, clac, et terminé. Le vrai portrait de bateau, comme Bacon pouvait faire sur les bateaux à cause. Et donc c'était un style, et ça plaisait pas mal, et je faisais un peu ça au Krusty aussi. Parce que j'avais en même temps un semi-rigide qui était placé au Krusty, donc j'allais sur l'eau régulièrement. Et puis il fallait alimenter, donc j'allais faire de l'illustration, des balises, du courant, enfin on pouvait faire tout ce qu'on voulait à l'époque, il n'y avait pas d'image comme il y a aujourd'hui. Et alors à quel moment tu vas commencer à faire des grosses courses? Comment t'es intronisé dans qu'est-ce qui décroche son téléphone en disant tiens, le jeune yacht, je le prendrai bien pour faire des photos de départ, je sais pas, du Vendée Globe, de la Jaga. C'est quoi la première, ton baptême du feu? Le baptême du feu est venu après un autre rendez-vous qui a été assez important. On parlait de Voile Magazine qui m'a appelé dès le numéro 3, et puis j'ai commencé à faire des sujets, et avec il y avait William Borel, et puis il y avait surtout Bernard Rubinstein. Donc ils étaient tous les deux aux manettes du magazine. Ils m'ont fait confiance tout de suite, et je fais plusieurs sujets, et en 1996 j'étais aussi en relation avec un autre rédacteur en chef, Didier Ravon, de Voiles et Voiliers. Je venais de lui proposer quelques photos, il avait fait un petit article sur la galerie avec des photos que j'avais fait, comme c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de photos de course au large aussi, de Coupe de l'Amérique. C'est un rédacteur en chef, Didier, c'est quelqu'un qui a été rédacteur en chef de Voiles et Voiliers très longtemps, qui, outre un passé lui-même de coureur en voile olympique, était aussi photographe. Il avait une double casquette qui se retrouve assez peu aujourd'hui, mais c'était l'une de ses particularités, quoi. Un excellent journaliste, vraiment une référence, et je lui présente quelques photos qui lui plaisaient bien, qui étaient Météorite, un bateau du team Corum. Donc j'en avais fait des photos en hélico, c'était au SPI Ouest de France 95, et on garde contact, on échange, et puis j'allais le voir à Paris régulièrement, parce qu'il n'y avait pas les mails pour envoyer des photos. Donc on se déplaçait avec nos diapos. Je sors de son bureau en juin, je suis en prise de vue pour un sujet, je me souviens encore, sur les bateaux d'occasion avec Sirena sur la plage, et mon téléphone portable sonne, parce que j'avais un téléphone portable à l'époque. C'était les premiers téléphones portables.
Et Didier Ravon m'appelle et me dit bon, Jean-Marie, t'es joignable? Oui, bon. Bruno Troublé va t'appeler dans 5 minutes, je viens de lui parler de toi. Bon, bah, ok. Donc, c'était le grand patron de la Louis Vuitton Cup. Grand patron de la Louis Vuitton Cup et différents événements. Et il m'appelle, on était le 20 juin, et il m'appelle, oui, bonjour Bruno Troublé. Je dis, bah oui, très bien. Qu'est-ce que vous faites les 15 prochains jours? Bah, je suis disponible. Bon, bah, ok, vous faites le Tour de France à la voile. Et que là, qui raccroche. 1996, je fais mon premier Tour de France à la voile. En tant que photographe officiel. Tout petit insert, le Troublé est un personnage extraordinaire, hein, et il y a un podcast qui a été très très apprécié. On a fait un épisode de Into the Wind avec lui, il raconte ses souvenirs sur presque un demi-siècle de bateaux d'organisation de la coupe autour. Voilà, n'hésitez pas à aller le consulter. Voilà, pardon, je faisais une minute d'auto-promo. Mais tu fais bien parce que c'est une légende vivante. Il avait tout comme Ruby, ils connaissent ces sujets par cœur et ils ont des milliers d'anecdotes. Donc, et il vient de sortir une autobiographie et un livre de souvenirs. Après, voilà. Enfin, donc c'est quelqu'un qui m'a tout de suite fait confiance, qui m'a dit ça en 3 secondes. Bon, bah ok, là, on serait sur le tour début juillet. Bon, bah d'accord, donc mon premier Tour de France à la voile. Donc là, c'était vraiment mon premier contact de commande dans la course au large. Parce que le Tour de France à la voile, c'était, à l'époque, ça s'appelait encore le Tour de France à la voile, c'était vraiment une course qui mélangeait la course au large et les régates entre 3 bouées, ce qui fait que ça faisait des marins qui, lorsqu'ils mettaient un pied dans la course au large, était une vraie étape, tout comme le Figaro-Lay, une vraie étape dans le pied de la course au large et dans le pied de la régate. Il fallait être vraiment complet pour pouvoir gagner un tour. Ça a été une école de formation prodigieuse. Nicolas Luneven, dont nous avons fait un podcast il y a 2 épisodes, a bien dit qu'il était un enfant du Tour. Tellement il en a fait. Ah, mais alors toi aussi, parce que du coup, ce fameux Tour de France à la voile, tu vas en faire. Combien d'éditions t'as fait? Eh bien, c'est pas compliqué. Depuis 1996, j'en ai pas loupé un seul. Voilà. Donc, je suis photographe officiel du Tour depuis 1996. Il y a eu une ou 2 petites pauses, donc il y a eu largement dépassé les 20 éditions, quoi. Ah oui, 27 25, peut-être. 27, oui, parce qu'il y a eu une pause Covid. Ouais. En 2022, ça a été repris par une société du Havre. Non, en 2021, ça a été repris par une société du Havre. En 2020, il n'y a pas eu lieu. 2022, ça a été repris par une société du Havre. Et en 2023, ça a été repris par Ultime Sailing, Emmanuel Bachellery et Mathieu Sarrault qui m'ont refait confiance. D'accord. Et donc, en fait, j'étais aussi sur le Tour. Le Tour change, mais on n'a pas le choix, c'est Jean-Marie. Pas le choix, je sais rien. En tout cas, je le refais toujours avec plaisir parce que c'est une course que j'adore. Et on passait surtout, je garde des souvenirs de rester sur l'eau parce que je faisais tout entièrement sur l'eau. À part un tour, on a tout fait en hélico. Et bon, voilà, c'était dans une autre époque. Mais là, on faisait tout sur l'eau et on passait les nuits sur l'eau avec les marins. On partait l'après-midi pour la régate. On restait la nuit sur l'eau. On faisait des images super au lever du jour et au petit matin, on faisait les arrivées. Au coucher du soleil aussi. Au coucher du soleil avec la pastille qu'on attendait. On pouvait pas dîner avant de... On pouvait pas dîner à bord, on pouvait pas bouger. Du coup, il était en dîne-tard. Voilà. Et donc là, on plaçait le bateau, on attendait. Ah, ça y est, ça se couche. Et là, pof, on alignait les photos. Je me souviens encore d'images où le bateau se met pile poil. Et puis, il y a aussi le lever du soleil où il y a un phare 30. Et les marins n'avaient pas le droit de sortir du bateau pour enlever les algues entre le coucher et le lever du soleil. Et dès que le soleil se levait, il y a une photo extraordinaire, on les voit tous en train de pencher avec les pieds accrochés dans la filière pour essayer de dégager les algues dans la quille. Voilà, accrochés par les pieds. Et la tête en bas avec le chasse-algues dans la quille. Et le soleil en face. Et le soleil, pile poil. Et ça, c'était TPM Coach avec Fabien Henry. Il y avait Erwan Israël à bord. Je crois qu'il y avait Mika Mergui. Ce sont des gens qu'on retrouve aujourd'hui. Certains sont partis sur la Jaguar. Voilà. Donc, ça reste des souvenirs. Donc, le Tour de France à la voile, voilà, c'était la première rentrée dans le monde de la course par l'intermédiaire d'une commande d'organisation. Et puis en 1997, là c'est vraiment la rentrée dans la course au large parce que un sponsor historique qui s'appelle Sodebo veut monter une équipe de jeunes pour avoir un bateau autour d'un skipper jeune qui s'appelle Raphaël Dinelli. Et j'avais rencontré quelqu'un sur le tour qui était, je crois, en stage en com chez Sodebo, et il me dit, voilà, on veut monter une équipe jeune. Et donc c'est Pascal Cadorel qui est responsable de la communication chez Sodebo encore aujourd'hui. On s'est encore revu le week-end dernier sur le stand des Ultimes, et il me dit voilà Jean-Marie, on veut monter une équipe, on le ferait bien avec toi, donc voilà. Donc c'est comme ça qu'en 97 j'ai suivi la construction chez Kiri au Sable d'Olonne du bateau un plan finaux de Raphaël Dinelli, et j'ai continué avec eux assez longtemps. En 98 je les ai suivis pour le départ et l'arrivée de la route du Rhum.
Et ça a continué pas mal d'années pendant le Vendée Globe. Et ce qui a fait ceci amenant cela, ça m'a fait rencontrer pas mal de monde et faire des emboîtements de relations avec différents sujets. Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour ceux qui connaissent pas forcément bien l'économie d'un photographe aujourd'hui dans le monde de la voile, c'est qu'il y a plusieurs commandes entre guillemets qui peuvent arriver. T'es photographe officiel d'une course, voilà, comme c'était le cas sur le Tour de France à la voile, ce que t'as bien raconté. Tu peux être photographe pour un sponsor, comme c'est le cas pour Sodebo. Tu peux être photographe freelance où tu vends tes sujets à la presse, ce que tu as raconté aussi au début. Et puis tu peux aussi faire des reportages à la commande de la presse, ce que tu as fait aussi pour Voile Magazine à l'époque et pour Voiles et Voiliers aujourd'hui. Donc il y a tout ça. Il faut bien comprendre que c'est des métiers de freelance, entre guillemets, enfin, d'indépendants, mais avec différents modèles économiques qui peuvent exister. Puis tu peux aller au départ d'une course et prendre des photos en freelance, les vendre à la presse après. Enfin voilà, il y a beaucoup de. C'est pas une économie, c'est pas une vie de salarié assez standard, quoi. Il faut savoir un petit peu tout faire. Il faut savoir faire des photos de chantier comme être dans un hélico staffé par une course, quoi. Exactement. Alors, je pense pas qu'il y ait je pense pas qu'on soit beaucoup à être dans différents milieux. Je pense que il y a beaucoup d'où la spécialisation, voilà. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont très courses au large, qui vont là-dedans. C'est sûr que ça attire, c'est formidable, les bateaux sous l'eau, c'est super. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres choses à faire, et notamment c'est Gilles Martin Raget, et c'est là que son côté est assez motivant. C'est que j'ai eu à peu près la même démarche par mes rencontres, c'est que j'ai aussi des commandes pour les magazines. À l'époque, j'avais aussi des commandes pour les magazines, ce que j'ai toujours aujourd'hui. Je ne faisais pas que de la course au large, parce que je faisais aussi des pubs par les chantiers, parce que le Tour de France à la voile se courait à l'époque à bord de Jot 35, des Jeannot. Et je discutais pas mal avec le staff Jeannot. Résultat, j'ai été amené à faire des pubs pour le chantier. Et assez vite, ça s'est bien passé. Ça, c'est très très différent. C'est très différent. Métier, quoi. Ouais, on le fait encore aujourd'hui. Je travaille beaucoup avec Dufour et Fontaine-Pajot aujourd'hui. C'est passionnant. C'est-à-dire que là, tu crées tout, on te donne un bateau. Et il faut que tu repartes. Il faut que le client reparte avec la possibilité de faire un catalogue. Comme quand on choisissait une voiture, c'est exactement pareil. Tout ce que vous allez chercher dans un salon nautique. Et pour rêver l'hiver, vous prenez un prospectus, 2 prospectus, vous les entassez dans un sac plastique, puis vous les lisez au coin de la cheminée le soir ou ailleurs. Et maintenant c'est sur internet, quoi. Maintenant c'est sur internet, mais il y a quand même encore des catalogues, et vous les dépliez, et ça vous fait rêver tout l'hiver. Et bien il faut que ces images-là retranscrivent ce bonheur d'aller sur l'eau, et c'est passionnant comme sujet. Donc on part avec des mannequins. C'est ce que j'allais dire, c'est très très différent de la photo engagée, sportive, quoi. C'est que là tout est calé, hyper éclairé, éventuellement retouché. Tout est calé, retouché, éclairé. Faut faire attention au bateau, lui rendre bien ses proportions. Donc c'est ultra grand angle, on a l'impression que c'est gigantesque. Oui, ou pas. Enfin, tu vois, faut prendre le parti de rendre le bateau comme il est. Et puis on va chercher le soleil, donc on allait au Baléares assez régulièrement. Et l'eau est toujours très bleu turquoise, voilà. Dans les pubs. Donc l'avantage, c'est qu'on n'est pas très loin. On n'est pas la peine d'aller aux Antilles ou ces choses-là, parce que les bateaux sont pas forcément disponibles. Ça se faisait autour du salon de Barcelone à l'époque, et donc comme les bateaux pouvaient aller de Barcelone à Palma assez facilement, on joignait l'utile et l'agréable, parce que souvent je faisais le convoyage pour un magazine avec un journaliste. Donc on faisait un sujet magazine, on arrivait sur place, on dépouille le bateau, on le nettoie, on le carène, on refait la ligne de flottaison. Il faut que ce soit nickel. La cuisine, voilà, hop, on dort tout juste, on ne dormait pas à bord d'ailleurs. Et donc là, les mannequins arrivent et on repart sur un autre process. C'est plus du tout la même chose. Il faut le stylisme pour faire les photos d'intérieur, il faut le stylisme pour habiller les mannequins en fonction des couleurs des voiles, du sailbag, de plein de choses, quoi. Ça me fait penser au fait que jusque-là, on a beaucoup parlé de photos de l'extérieur, mais tu fais aussi de la photo embarquée. Oui. Parce que t'es un marin aussi. Est-ce que c'est un métier différent, j'imagine, que de choisir que l'objectif soit depuis un autre bateau, soit depuis un hélico? C'est complètement différent. Et c'est complètement différent d'aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, les bateaux sont durs à naviguer. Ils sont très difficiles, il y a peu de place. Il y a du temps pour l'échange, mais j'ai l'impression que les bateaux sont très demandeurs que les marins s'impliquent pour les faire marcher. Donc ils en demandent beaucoup de concentration. Je me souviens d'un convoyage que j'ai pu faire avec VDH sur Adrien.
On devait être 2 ou 3. Ça, c'est le gros bateau, avec lequel il a battu le record, le Tour du monde à l'envers. Tour du monde à l'envers. On avait fait un convoyage pour faire les images, de 500 ou 600 000, avec une petite boucle, et puis retour. Je pense qu'on allait des Sables d'Olonne, petite boucle, et retour à Lorient, je pense. Et c'était super régal parce qu'on était 3 à bord. Et puis, voilà, le temps fait qu'à un moment, VDH va se coucher, et puis il dit, voilà, tu vas tout droit, s'il y a un problème, tu m'appelles. Puis tu te retrouves tout seul à la barre de ce truc-là en pleine nuit. Tu te dis, ouais, là, je vais laisser mon appareil posé, et puis je vais en profiter, quoi. Et là, c'est vraiment formidable. Et on a le sentiment aujourd'hui, alors quand tu fais des banques images, tu peux faire des banques images embarquées aussi, mais on en voit de moins en moins, parce qu'effectivement, les bateaux demandent énormément d'engagement, et que c'est très compliqué de prendre des photos. Et on a l'impression que maintenant, quand même, le métier se spécialise un peu avec des médiamans qui, eux, ont la culture de ces bateaux très spécifiques, peut-être aussi une culture de la prise de risque un petit peu différente. On sent que dans le métier de photographe maritime, je vais dire, ça commence à se segmenter un petit peu parce qu'il y a des savoir-faire et des pratiques. Il est probable que savoir prendre une photo avec un caisson étanche sur le pont d'un IMOCA lancé à 30 nœuds, c'est peut-être la même chose que de savoir prendre une photo au téléobjectif depuis un hélicoptère en l'air, quoi. Oui, c'est sûr. Alors, les photos embarquées engagées, on les faisait aussi sur les Orma, sur les premiers IMOCA. On faisait ça dans des housses, dans des boîtes qu'on bricolait. Je me souviens encore d'un convoyage vraiment chaud à bord de Bonduel avec Jean Le Cam. C'était vraiment, il y avait de l'eau partout, le bateau n'est pas protégé du tout, le cockpit. Voilà, pareil, j'avais fait une banque image aussi embarquée à bord du premier M34 avec tout l'équipage de Daniel Souben. Le bateau était sous l'eau, on en prenait plein la figure. Et c'est vrai que c'est un nouveau métier qui a été créé, mais je pense que c'est la demande aussi qui a fait ce métier spécialiste d'OBR, parce qu'il faut de plus en plus d'images et que le métier est demandeur de beaucoup d'images. Donc c'est une nouvelle façon de photographier, ouais, tout à fait. C'est complètement différent. Et tu t'aurais envie d'en faire plus, d'aller stager d'aller faire l'étape de The Ocean Race ou de faire des trucs comme ça ou... Ça demande beaucoup de temps. Moi, j'ai le plaisir aussi de faire plusieurs prises de vue, différents thèmes. Je pense que si jamais j'étais au début de ma carrière, pourquoi pas. Mais là, j'ai la chance de pouvoir rester disponible pour pouvoir faire aussi bien des photos d'IMOCA qui ne vont pas faire forcément cette course-là, que d'être photographe officiel de différentes courses, différents événements, que du magazine, des pubs, et que j'ai... T'as un agenda déjà bien chargé. Non, mais je le ferai avec plaisir, mais tu vois, je le fais avec plaisir sur les banques images. Je le fais pas mal avec Fabrice Amédéo, notamment quand il fait ses qualifs, je vais avec lui. Ouais. Ou le défi, t'as fait un défi, un ou deux défis. J'ai fait des défis azimut embarqués également, c'est passionnant, photo, vidéo, c'est super. C'est un très bel exercice, mais je pense qu'on s'éclate bien à le faire, très bien. Mais j'ai aussi plaisir à faire pas mal d'autres choses, et donc... comme je m'éclate dans le reste, j'ai pas envie non plus de me couper. Mais bon, on me le proposerait, pourquoi pas, mais je sais pas, faudrait voir comment ça se goupille, quoi. Le temps qui passe aussi, cher Jean. Il y a ça aussi, Ça demande des niveaux d'engagement, niveaux d'engagement physique qui commencent à pas être neutres. Hein. Les bateaux demandent leur engagement, et c'est vrai que les bateaux sont durs, et je sais pas si on peut aujourd'hui se permettre de faire tout ce qu'on pouvait faire sur ces bateaux. Par exemple, aller à l'avant en caisson étanche avec des bateaux qui ne foilaient pas à l'époque, où tu as des emprunts dans tous les sens, c'est super, mais le faire aujourd'hui sur ces bateaux-là, quand ils volent, je pense que c'est pas raisonnable, quoi. Alors après le tour, ça va quand même bien enchaîner au final. Hein. Une fois que t'es rentré dans ce milieu-là, par capillarité, ça devient assez efficace. Tu vas faire les plus grandes courses, donc on va pas faire la chronologie précise de toutes les grandes courses, mais je voudrais... Il y a quand même des moments un peu clés. Il y a le Vendée Globe, que tu couvres depuis 20 ans. Depuis, oui. Plus de 20 ans. Oui, largement. Parce que ma première Transat Jacques Vabre, c'est 99. Première route du Monde en 98, avec la victoire de Primagaz. Voilà, et là, donc tout de suite, c'est vraiment les plus grandes courses en chaîne. Le premier Vendée Globe, je sais pas si t'es photographe officiel. Non. Tu viens en tant que... Oui. Mais c'est celui d'après, ou encore celui d'après, je sais plus où tu je deviens photographe officiel, je pense que c'est le 2008. Le premier, ou peut-être même celui d'avant. Alors, moi j'ai deux questions. Dans 2009, il y a un moment incroyable, c'est que quand les sauveteurs survolent Rioux et Le Cam, Vincent Rioux vient au secours de Jean Le Cam, je crois que tu es dans l'avion pour prendre les photos. Alors là, on a sauté pas mal d'étapes. Oui. Mais on peut parler de cet épisode-là, effectivement. Donc en fait, il y a le Vendée Globe qui démarre. On est
Alors, on est agence officielle parce que j'ai été intégré au Alors, sein. j'ai peut-être sauté les PPI. Voilà. Pardon, excuse-moi. Voilà. Vas-y. C'est-à-dire que je faisais des photos en 1994-95, des bateaux qui sont exceptionnels aujourd'hui, qui sont, pour moi, il n'y a pas plus beau en hélico que sur une patte que les Orma. C'est magnifique, c'est sûr que les bateaux volants aujourd'hui, c'est exceptionnel aussi, mais les Orma, c'est des bateaux tellement volages, tellement rapides. Ces marins qui sont seuls sur ces bateaux, c'est formidable, quoi. J'ai toujours trouvé ça superbe. Et je me souviens très bien encore du départ où j'ai revu les transmissions du départ de la route du Rhum, je crois, 94, où je crois que c'est Pépéda qui fait un direct avec Bourgnon sur son Norma à la barre, il a les pieds croisés, limite pieds nus, posés sur le winch, en train de répondre avec son téléphone satellite à la barre, comme ça, le bateau à bloc. Enfin, c'est exceptionnel comme bateau. Et donc j'ai suivi pas mal de grands prix de multicoques qui se couraient en Norma, à Brest ou à la Trinité-sur-Mer. Et là, j'étais distribué par une agence qui était l'agence de l'équipe, qui est l'agence Pressport. Et en 80... Donc, pour être bien précis, tout le monde ne connaît pas forcément la mécanique, c'est-à-dire que tu confies la distribution, la diffusion de tes images à une agence qui, du coup, se charge de les vendre à certains médias, voilà. Et touche un pourcentage, te reverse l'argent et touche un pourcentage. Voilà. C'est la mécanique business de ce truc-là, parce qu'effectivement, savoir que, je vais caricaturer, mais savoir qu'au New York Times, il y a un éditeur photo qui peut-être a besoin de ces photos-là, c'est le savoir-faire de l'agence qui va contacter tous ces gens-là et qui a un réseau de contacts dans les différents médias. Donc ça, c'est la partie distribution de tes photos, pour pouvoir distribuer des photos dans le monde entier, il faut trouver un partenariat et un deal avec une agence. Et un deal avec une agence. Et donc, Pressport fonctionne bien. Enfin, voilà, il reçoit mes photos. Accessoirement, qu'on fait partir par quelqu'un qu'on chope sur le quai d'une gare. Je me souviens encore à Brest d'avoir fait partir mes pellicules à quelqu'un en lui disant bonjour madame, est-ce que vous acceptez de prendre cette enveloppe? Exactement. J'avais son nom, son téléphone, son siège, et à Paris, il y avait quelqu'un qui récupérait les pellicules, qui allait très vite les développer pour qu'elles soient distribuées en agence rapidement. Donc ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Et la transmission des images, alors là on parle de la diffusion une fois qu'on est à l'agence, mais la transmission des images à l'agence, bon, ça fait c'est des trucs de vieux journalistes, mais ça fait une légende. Juste pour l'anecdote, moi j'ai fait ça avec Jacques Vapillon au départ d'une mini transat en 93, je crois. Où je rentrais à Paris en partant de Brest, et Jacques me dit tu rentres à Paris, tu peux prendre des photos. Je sais plus pour qui était, pour des PPI, je crois. Et il me dit oui, j'ai pas, ils veulent des photos d'une petite anglaise qui prend le départ là. C'est pas Hélène MacArthur. Je suis très fier d'avoir transporté les images de Jacques Vapillon, d'Hélène MacArthur pour arriver chez des PPI. Je crois que c'était 93, un truc comme ça, quoi. Oui, d'ailleurs, des PPI est arrivé après parce que Pressport suivait l'histoire, suivait bien. Mais des PPI m'appellent parce qu'ils suivent les photos du Tour de France à la voile toujours. Henri Thibault était venu sur une étape, au Crosti, je crois, qui était un des photographes clés de DPPI. Et l'éditrice de DPPI me dit voilà, on voudrait un complément du Tour de France à la voile. Et ils reçoivent, je leur envoie quelques photos et je leur envoie par courrier. Et elle me rappelle tout de suite après, elle me dit est-ce que ça vous dirait qu'on vous distribue et qu'on récupère toute votre production? Et donc c'est comme ça que j'ai commencé en 97 à travailler avec des PPI. Et c'est un point important parce que des PPI, il y avait Christophe Baudry à l'époque qui s'occupait du département mer. Et il m'appelle en 98, il savait que j'allais à la route du Rhum, départ et arrivée. Et il me dit, est-ce que ça te dirait d'y aller également pour nous? Moi, j'y allais pour Sodebo. Est-ce que ça te dirait d'y aller pour nous? Et à ce moment-là, tu y vas un peu plus tôt et tu fais l'arrivée des Orma. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à aller sur les événements avec l'agence pour pouvoir distribuer ces photos-là. Et donc, les courses, certaines courses, après, vont faire des deals directement avec l'agence? Oui. Et c'est comme ça aussi que plutôt que de construire des équipes de photographes composés de manière individuelle, ils peuvent faire appel à une agence qui, du coup, elle sécurise les photographes. Voilà. On rentre dans les coulisses économiques du business. C'est important à comprendre pour que vous sachiez tous les acteurs. C'est pour ça. Et donc, comment s'appelle-t-il Christophe s'en va de DPPI partir voguer vers d'autres horizons, et Arnaud Le Trésor retourne à l'agence DPPI, il reprend en main le département mer et omnisport. Et c'est une agence d'abord, c'est une grosse agence de omnisport. Puis beaucoup de voitures aussi. Et beaucoup de voitures. Hein. Il y avait à l'époque, il y avait Van Diestadt et DPPI. Donc deux grosses agences de sport. Et donc avec Arnaud répond à l'appel d'offres du Vendée Globe. Qui est un appel d'offres qui est envoyé à tout le monde, et puis il se trouve que voilà, on l'obtient. Et donc au sein d'un groupement de photographes, on est plusieurs à être photographe officiel du Vendée Globe. C'est une grosse machine, le Vendée Globe, donc il faut pouvoir répondre à plusieurs demandes. Oui, il y a 5 ou 6 photographes oui, aujourd'hui. Hein. Oui, et donc on
on suit le départ, et puis il n'était pas prévu qu'on les suive ailleurs, parce que de toutes les façons, Jacques Vapillon l'avait fait aux Canaries, je crois, il avait fait un coup d'hélico, je me souviens encore d'Aquitaine Innovation à bloc, groupe LG même, enfin bon, il les avait chopés aux Canaries à l'époque, mais ça se faisait peu, et l'année d'avant, je crois que Benoît Stichelbot avait fait le passage du Cap Horn en 2004 avec PRB, le orange, celui de Vincent Rioux. Qui allait gagner la course. Voilà. Et moi j'y retourne en 2009 parce que personne ne voulait vraiment y aller parce que ça coûtait un peu cher. J'ai dit écoutez, on va le produire, et puis c'est là où, à partir du moment où on déclenche. C'est le bout du monde, hein. Ah oui. À partir du moment 2 jours de transport. Ah bah oui, c'est compliqué. Ouais. À partir du moment où on déclenche la machine, tout le monde se réveille, et leur gars dit ok, on vous accompagne là-dessus. Enfin bon, bref, et donc on part. Je me souviens, on passe le 31 décembre à Buenos Aires. Le lendemain, on part à Ushuaia, et on était basé à Ushuaia. On avait prévu un avion pour faire le passage du Cap Horn au Chili, avec les complications que ça comporte. Mais c'est un peu un coup de poker, parce qu'en fait, on ne sait pas s'il passe de jour ou de nuit. Oui. Pardon, mais vous y allez sans savoir qu'il va y avoir un chavirage, hein. Ah bah, c'est avant complètement, le chavirage, hein. complètement. Rappelons-le. On y va parce que on voulait faire Michel Desjoyaux. Ouais. Voilà, on veut faire Michel Desjoyaux avec le passage du Cap Horn, et il se trouve que Michel Desjoyaux passe le Cap Horn de nuit. Eh bien, on se dit, c'est pas grave, on va le faire le lendemain. J'étais avec un journaliste de l'équipe, avec Philippe Joubin. Et puis là, on survole au large d'Ushuaia, dans le détroit de Lemaire, on survole Foncia, Souspi, et puis on l'a à la VHF. Bon alors les gars, qu'est-ce que vous pensez du bateau? On le photographie, puis je crois que c'est Philippe qui était à VHF, il dit super, on le trouve très bien. Bon, tant mieux, c'est la première impression qui compte. Bon, ok. Il écrit ça dans le canard, et puis alors là, tout le monde se réveille, le téléphone sonne, Jean-Marie, est-ce qu'on peut avoir des images, En fait, il avait eu 1000 problèmes qu'il n'a jamais dit. Il faut quand même se souvenir qu'il était parti, retourner réparer, et puis il les avait tous réparés, tous rattrapés. C'était la remontada, ouais. La remontada, à tel point qu'à l'arrivée, je le photographie avec une feuille qu'il me tend devant lui, et il y avait un 10, où il est parti 10e, et à l'arrivée où il gagne, il avait barré en rouge le 0. Donc, pour dire, premier. Donc, cette image-là était assez emblématique, et ça voulait tout dire. Et donc, en fait, il a eu... je crois qu'il a dit... son démarreur. C'est voilà, ce qu'il dit, lui... Alors, le démarreur, c'était pas le Vendée d'avant, je me rappelle. Ouais, non, là, ce qu'il dit, c'est que sur le Vendée Globe, il y a une emmerde par jour. Je crois que c'est ça qu'il disait. Il se trouve qu'en fait, il nous l'a dit après, il a réparé son bout d'or, il a restraté son bout d'or. Quand tu scrutes l'image, il manque un chandelier, parce qu'il s'est servi du chandelier pour refaire un axe de safran qui ne tenait plus que par un lashing. Enfin, il y avait plein de choses comme ça qu'un professeur comme lui était capable de résoudre en mer, et ils sont pas des tonnes. Donc c'était vraiment super, c'était une vraie expérience. Et puis on se repose à Ushuaia après cette prise de vue, puis on se dit ok, on va voir ce qui se passe, puis on va attendre. De toutes les façons, on était parti du principe qu'on investissait sur ce voyage, et pour pas que ça coûte trop cher, j'avais prévu de rester 17 jours, parce qu'il y avait un delta, si jamais tu fais l'aller-retour ça te coûte une blinde, et puis en fait on est reparti 17 jours après. Et puis là il se trouve que VM Matériaux se retourne à proximité du Cap Horn, à 250 000 au sud-ouest du Cap Horn. Et l'armée chilienne savait qu'on était là. Ils ont appelé l'hôtel. Ils ont dit, pour vous emmener. Ouais. Incroyable. Et ils nous disent ok, on sait que vous êtes des journalistes français, on sait que vous êtes là. Nous, on était basés au Ushuaia. Hein. Ouais. Donc il faut quitter le pays pour retourner au Chili. On sera posé en Argentine, il fallait au Chili. Voilà. On sera posé à Puerto Williams, qui est la base d'entrée, dernier port, le bar le plus sud au monde, qui est Milcalvi, qui est sur un bateau qui est en train de se pencher, parce qu'il est posé sur la base. Je crois même que le bar est fermé aujourd'hui. Toujours est-il qu'on arrive à Puerto Williams, et là il nous embarque, et on va survoler le bateau. On tourne, et on n'avait pas vraiment la position exacte du bateau, et puis là, le pilote nous dit écoutez, c'est le dernier passage, on ne sait pas où ils sont. Tant pis. Et on tourne en rond, et on va chercher une position à 250 000 au large du Cap Horn. Donc on est loin, dans un avion à hélice pressurisé. Et là, on voit VM Matériaux retourner. Incroyable. Et donc là... Et là les émotions se cumulent, quoi. Il y a complètement. Il y a l'émotion du gars qui connaît un peu le secteur, et qui du coup, on savait pas. Exceptionnel. On retrouve le bateau. Mais ne serait-ce que le fait. Et en même temps, l'émotion entre guillemets professionnelle, c'est-à-dire que l'émotion professionnelle, rien que de partir d'Ushuaia, et le matin même être au petit-déj, enfin je sais plus, puis être à Ushuaia, et puis finir par venir en hélico, parce qu'on avait loué un petit hélico, et des hélicos qui faisaient les traversées en R44, donc il nous prend en hélico, il nous pose
sur l'aéroport de Port Williams. On a quitté un pays, on a dédouané et tout. Et on monte dans l'avion chilien, on survole, on voit le bateau et on revient. On se dit, bon, bah, puisque le bateau est là, les autres bateaux doivent être devant. Et on survole et en allant vers le Cap Horn, parce que c'était la ligne directe des bateaux, on retrouve Armel Lecléache qui nous dit ils sont devant, PRB est devant. Et donc on continue la ligne et on tombe sur PRB, qui n'avait plus qu'un seul outrigger, qui avait cassé l'outrigger contre la quille de Jean parce qu'il fallait récupérer. Parce qu'en fait, quand vous repérez le bateau, Jean a déjà été sauvé. Jean a déjà été sauvé. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Et donc Jean a été sauvé et l'image. J'avais pas capté ça, pardon. Ouais. Jean avait été sauvé. Il avait déjà été récupéré et donc on retourne vers le Cap Horn et donc là on tombe sur le bateau et là la photo en fait c'est le cockpit avec 2 personnes à bord. Ah oui. Et ça fait pas mal de parutions. Ça c'était l'image emblématique. Et alors, j'ai une question justement sur le c'est une question assez classique pour les photographes. C'est même si dans la voile c'est pas la même chose qu'un reporter de guerre ou des gens qui assistent à des moments difficiles, mais est-ce que tu arrives quand même un départ de Vendée Globe ou une arrivée de Vendée Globe, c'est des moments extrêmement émouvants, même quand on en a fait plein. Je pense qu'on en a fait autant l'un que l'autre. Et l'émotion, même quand on est un observateur, même quand on est là pour bosser, l'émotion prend. Est-ce que toi tu fais comme les autres photographes, t'es caché derrière ton boîtier et le filtre de l'objectif t'empêche de participer à l'émotion, ou tu la vis quand même? Ah non, j'ai du mal à être, on peut pas être insensible. J'ai du mal à être froid, d'abord parce qu'on les connaît. Exactement. On connaît les marins et c'est quand même quelque chose. Quand on navigue, on sait vers quoi ils se dirigent. Même si c'est devenu professionnel, on sait quand même vers quoi ils se dirigent et il faut quand même le faire. Ça reste quand même exceptionnel. Donc naviguer à bord de ces bateaux, les bateaux ultimes, les nouveaux IMOCA, même un IMOCA à dérive, ils vont quand même dans des endroits incroyables et tu restes vraiment je reste dans l'émotion, même si le côté professionnel prend le pas parce qu'il faut faire les images, mais c'est quand même assez impressionnant. Et t'as des souvenirs marquants comme ça d'arrivée ou de départ où tu sens qu'il se passe quelque chose ou qu'il y a une ambiance particulière ou Ah oui, j'ai une image en tête là, juste en y pensant comme ça, c'est le départ d'Anne Liardet sur le Vendée. Et elle est dans son cockpit, là, le bateau Porsche, je crois qu'il a été sponsorisé par Roxy. Et puis j'ai l'image en tête où elle remercie l'équipage qui a énormément d'émotions. Elle part quand même sur un Vendée Globe à l'époque qui est engagé. D'ailleurs, elle avait fait des papiers pendant le Vendée qui étaient super à lire, exactement comme Benoît Parnaudot, des papiers mais exceptionnels avec de l'émotion, avec la vraie. Elle faisait ressentir vraiment les choses, quoi. C'était exceptionnel. Et j'ai une image où elle met ses mains comme ça pour remercier, les mains proches l'une de l'autre pour remercier. Et tu sentais vraiment une émotion particulière, quoi. Pareil pour les départs et arrivées de records notamment, t'as des émotions qui sont dingues. Oui, parce que t'as fait pas mal de records, t'as fait Joyon, MacArthur, enfin beaucoup l'ont fait, mais l'arrivée d'un gars qui vient de boucler donc c'est le record autour du monde en multicoque et en solitaire, c'est une discipline assez rare au final et très très particulière. J'ai fait Coville, Thomas Coville, ses différentes arrivées. Ouais, pas toute couronne de succès, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Les départs, c'était Yvan Zédan en a fait pas mal aussi. Et donc moi j'étais à l'arrivée, d'ailleurs l'année où il gagne, j'étais à bord avec lui, je suis monté à bord faire les images. Ça c'était vraiment émouvant, c'était vraiment super. Et puis sinon on est allé en Angleterre en hélico parce que en fait Hélène MacArthur passe la ligne quand elle gagne son record à bord de Castorama Bianchio. Et elle passe la ligne entre Ouessant et Cap-Lizard, proche de Ouessant, arrivée de nuit. Et là, on file en Angleterre en hélico pour pouvoir la faire à terre. Et là, vachement d'émotion, on monte à bord. Il y avait Mark Turner qui était là aussi. C'était des souvenirs incroyables, quoi. C'était vraiment super. De toutes les courses que tu couvres, il y en a une qui est plus forte que les autres? Faut pas se fâcher avec les clients. On est entre nous, Jean-Marie. Non, il y a pas. En fait, je vis ça. Elles ont toutes quelque chose de particulier. Elles ont toutes quelque chose de particulier. Quand t'es en banque image hélico et que tu vois à l'époque, quand tu vois un Norma qui se lève sur une coque, t'as qu'une envie, c'est de poser le boîtier et de te retourner, et te dire mais c'est exceptionnel. Tout a une émotion. Enfin, je vis beaucoup avec une émotion. Je garde un souvenir aussi de plein de courses qu'on a pu faire. La Normandie, par exemple, une régate autour de Trois-Bouées, qui est la Normandie Sailing Week, avec lequel je travaillais avec Manfred Ramspecher. C'est des sensations qui sont super quand t'as
un Bavaria 40 qui glisse sur une vague sous spi à bloc, quand t'as les phares 30 qui enroulent une bouée, les travées sous l'eau et les mecs sont engagés. Enfin, il y a plein d'émotions qui réapparaissent. Moi, j'adore ça, quoi. Vraiment, alors, j'ai une question centrale, parce que ça nous est arrivé de travailler ensemble. Tu étais le photographe notamment de nos conférences professionnelles Tip & Shaft Connect. Tu avais fait un bon image quand j'ai fait la Road du Rhum en 2014. Et il y a un truc qui, moi, m'interroge, me touche, c'est que même quand tu fais Tip & Shaft Connect, c'est pas de la photo de mer. C'est de la photo de conférence, on a un petit studio, on prend des gens qui parlent, des gens assis. C'est pas le reportage le plus engagé qui existe, quoi. Et pourtant, t'es toujours au taquet, comment tu fais pour pas t'effriter au fil du temps, pour pas te blaser, parce que c'est souvent la même chose au final. C'est comme c'est pas une question anecdotique, c'est juste qu'il faut garder la flamme longtemps, quoi. Et c'est quand même l'une de tes caractéristiques, c'est que faut garder la flamme parce que je dis pas du tout ça pour te flatter, non. C'est une constatation, c'est que tu viens de faire une conférence à Nantes ou un départ de course. On a l'impression que t'es habité pareil, quoi. Mais je pense d'abord parce que je mets l'humain au plan, dans un des premiers plans, tout comme le fait de photographier un bateau. J'ai pas envie que ce soit un bateau fantôme, et donc photographier ces conférences, c'est pas non plus parce qu'on le fait ensemble, mais parce que ça se passe bien et qu'humainement ça se passe bien. Si ça m'embêtait, je le ferais pas forcément. Et parce que tout m'intéresse, le fait de photographier m'intéresse, tout comme j'ai pu faire à Voile Magazine des comparatifs de sticks. Bon, quand tu trimbales 150 sticks que t'emmènes dans le sud avec la journaliste de l'époque, Camille Elvez, et qu'au final on n'a pas pu faire les sujets et qu'on leur remonte les 150 sticks au Krusty, qu'on les pose par terre pour marquer stick avec, et qu'au final c'est une image qui sort en double page d'une paume de main qui tient un pommeau de stick, et que tu compares les sticks. Bon, voilà, c'est pareil. Ah ouais. Et on avait il n'y a pas de petite photo. Il n'y a pas de petite photo. Et pareil, je me souviens encore. Enfin, ça, on va pas. Mais tu vois, Voile Magazine, l'avantage de Voile Mag, c'est que c'était un magazine jeune et qu'on a pu faire tout ce qu'on voulait. On a fait un comparatif de girouettes. Bon. Eh bien, on a cherché une idée pour tous les mettre les uns derrière les autres. Pris en photo, il y a un tableau avec toutes les photos. Oui. Et puis il faut une photo de une. Il faut une photo d'ouverture du papier. Ouais. L'avantage de ce magazine, c'est qu'il y avait toujours William Morel et Bernard Rubinstein qui étaient sensibles à l'image. Et donc on mettait toujours une double page en une. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris une planche avec un beau ciel bleu. On a posé toutes les girouettes les unes sur les autres. Et il y avait deux personnes qui tenaient, les deux journalistes, qui tenaient la planche sur l'épaule, et un autre qui tenait un penon, et on a fait cette image-là sur un fond bleu avec les 10 girouettes qui s'additionnaient sur cette planche qui était tenue à l'épaule. Bon, voilà, c'est amusant, quoi. Donc tout est intéressant. Tu vois, un comparatif de bottes où on va faire une sortie et on photographie des bottes, sauf qu'on va aller à l'étrave de façon un peu engagée, aller photographier les bottes dans l'eau, ou même un comparatif de lampe frontale. Il faut la sortir la double pour la couverture de la comparatif de lampe frontale. Eh bien, on a attendu que le soleil. On est allé naviguer avec un bateau à Lorient, avec un des bateaux d'une société qui s'appelle ACV, avec Stéphane Bariou, qui collabore souvent avec nous pour les essais de bateaux. Et donc, on est parti avec ce bateau. Et on a attendu, j'avais une idée en tête, c'est que je voulais photographier quelqu'un qui était en train de manœuvrer en voyant et la frontale, mais qu'on voit également toute l'ambiance qui était autour. Donc on a attendu que le soleil se couche, mais pas trop. J'ai flashé avec différents flashs à droite à gauche pour éclairer la personne et la personne qui barrait, comme ça les deux avaient une frontale, et tout ça c'est une image qui se crée. C'est passionnant. Effectivement. Alors on va voir que tu es allé dans d'autres disciplines que la voile, mais avant je voudrais parler de deux photos emblématiques. La première, c'est celle qu'on appelle le Forban du Bonneau, quoi. Donc ça, c'est probablement ta photo qui a été la plus diffusée. T'as peut-être des stats. Je sais pas, j'en ai, ouais. T'en as, ouais. Donc c'est le Forban du Bonneau, c'est le bateau emblématique du Bonneau qui est un petit port du fond du golfe Morbihan. Coque noire, voile ocre. Raconte-nous les conditions de prise de vue de cette photo et puis comment elle devient une photo qui même pas virale, quoi, qui est passée partout. On en parlait tout à l'heure, on parlait de la différence de Philippe Lisson dans sa galerie qui distribuait beaucoup, c'est parce qu'il avait un éditeur. Et moi à l'époque, je n'avais pas d'éditeur. Et cette prise de vue, je l'ai faite parce que j'avais cette galerie qu'il fallait nourrir. On est en 1996. Et je sortais quand c'était des temps un peu chargés pour avoir de la matière dans le ciel, pour que ce soit orageux. Et il y a un soir, je me rappelle, c'était les 100 ans du Belém, il y a un soir d'août 96.
Donc c'était hyper chargé. Je vais traîner un peu avec le semi-rigide devant le golfe du Morbihan, sortie du golfe, la rentrée, et puis je vois une voile orange qui arrive de Saint-Gildas, qui revenait de Saint-Nazaire, de justement ce fameux 100 ans du Bélem, et qui arrive. Je vais à sa rencontre, je commence à tourner autour. Il passe devant le Croisty, et puis je me rends compte qu'il ne s'arrête pas au Croisty, mais qu'il rentre dans le golfe du Morbihan. Contre-courant, au près, je me dis, il n'y a pas de solution. La seule façon de passer pour eux, c'est de se coller à la côte. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Je mets le semi-rigide au milieu du courant, j'embraye, je n'ai plus qu'à attendre, et effectivement le bateau se colle à la côte. Et avec la voile, le phare, la pointe, le ciel chargé, parce que c'était un soir d'orage, les arbres verts derrière. les arbres, terminé, l'image elle se faisait toute seule, mais il a fallu que je l'anticipe un peu, en me mettant au milieu du courant, parce qu'en plus le courant descendait, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas rentrer, c'est pour ça qu'ils étaient à contre-courant, il fallait chercher le contre-courant à la côte. La mer plate qui est juste là, cet endroit-là, c'est une image. Et quand on parlait de fait de sentir qu'on faisait une image ou pas, j'ai senti tout de suite que j'avais quelque chose, une plaque, comme on dit. Et quand je suis rentré, je suis allé voir ma voisine qui avait un commerce à côté, et je lui dis... je crois que j'ai quelque chose. Mais c'était de la diapo à l'époque. Ce qui fait qu'il fallait d'abord la développer et puis de se rendre compte uniquement sur le film. Et alors, comment elle connaît un tel succès ? Alors, elle connaît tel succès parce qu'on est dans l'époque où les posters et les images de mer plaisent. Je vais voir un éditeur avec lequel j'étais en relation, auprès duquel je présentais souvent des images, qui me disait non, ça fonctionnera pas. Je fais un pauvre tirage complètement violet en sublimation thermique, donc une petite imprimante 20-30, et puis j'arrive chez lui, c'est Olivier Goubeau, Genotix, qui est à Nantes. Qui a longtemps été l'éditeur, son frère a longtemps été l'éditeur de... C'est lui qui était éditeur sur Frère d'imprimerie, c'est lui qui était éditeur de Pisson. Oui, et il était aussi éditeur, pour ceux qui connaissent, des Cahiers de Régate. Voilà, des Cahiers de Régate, exactement. Et on était souvent en relation parce que justement, il prenait pas mal de photos pour faire la couverture des Cahiers de Régate. Les photos du Grand Prix du Croisty, je travaillais avec Christian Fac à l'époque, parce que j'étais au Croisty, donc je faisais les photos du Grand Prix du Croisty, et donc il utilisait souvent ces photos-là. Et je vais le voir, il avait cette maison d'édition, il ouvre le carton, il prend le tirage, il regarde, il le referme en 2 secondes, il me le repose sur le bureau, et il me dit, on va faire un carton. Écoute, c'est toi l'éditeur, c'est toi qui sais, on verra bien. Et un éditeur prend en charge l'impression, la chromie, la distribution. Donc tout en fait. Et toi, tu as un pourcentage. D'accord. Et il commence à la distribuer. Je reprenais encore un stand au 1000 sabords, parce qu'en parallèle de la galerie, on avait un stand au 1000 sabords en même temps. Et là, j'ouvre et on en a vendu en une matinée, je sais pas combien on en a vendu, mais ça a été un carton tout de suite, à tel point que le samedi matin, je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, je sais que t'es fermé, mais j'arrive à Nantes, il m'en faut plus, quoi. Et ça s'est vendu en plus au Croisty, tout proche de Port-Navalo, ça s'est vendu comme des petits pains. Et ensuite, son travail de diffusion a fait que ça a été vendu même partout dans le monde, parce que ça partait aux États-Unis, il y en a eu beaucoup. Ouais. Tu sais à combien d'exemplaires elle a été diffusée ? Plus de 500 000. Plus de 500 000 ? Ouais. Ah ouais, avec une seule image. Ouais. Ah ouais, c'est quelque chose quand même. Et puis après, il y a eu les... C'est ton best-seller. C'est le best-seller du grand public. Ouais. Après, on peut pas savoir. Une photo de couve dans un magazine, si le magazine est édité à 25 000 exemplaires, on peut dire que ça perd. Tout à fait. Mais il y a peu de magazines édités à 500 000 exemplaires. Non, mais à 25 000, tu vois, ça peut aller très vite, quoi. Oui, dans la voile. Mais toujours est-il qu'en plus, cette photo a servi de support pour énormément de produits dérivés, des gommes, des règles, des calendriers de la poste, plein de choses. Ah ouais, incroyable. Ouais. Bon, c'est beau le destin d'une photo quand c'est... Ouais, c'est étonnant. Alors, c'est comme ça. à côté de ça, il y avait 2 photos emblématiques parce qu'il y avait la pointe des poulains de Plisson à l'époque. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire. C'était dans cette catégorie-là, quoi. Oui, c'était dans cette catégorie-là. Donc c'était l'époque des posters où les gens mettaient de l'image de mer dans leur salon. Dans leur salon. On disait que tous les Français avaient au moins une photo de Plisson chez eux, ou quelque chose comme ça. Voilà. Une expression de... Voilà, c'est ça. Donc ça a été vendu beaucoup d'exemplaires, mais moi je touchais un petit pourcentage, mais j'étais pas mon propre éditeur. C'était pas non plus une manne, quoi. C'était mais c'est sûr que ça a été beaucoup vu et ça fait ça retranscrit le nom, parce que c'est important aussi de toujours, d'abord, au-delà du fait que ce soit obligatoire, toujours de signer une image pour les diffuseurs. Là, il y a toujours eu la signature, donc oui, en plus pour toi c'était quand même à la fois emblématique et c'était une bonne campagne de notoriété, quoi. Il y a une deuxième photo quand même qui est assez marquante, qui est beaucoup plus récente, qui est celle de 2016 de Safran Morgan-la-Gravière, noyé sous les tonnes de flotte, prise en écho, et c'est une photo qui a remporté, alors il faut pas que je me trompe, le Mirabeau Yacht Racing Award, qui est en gros une compétition organisée par notre ami Bernard Schopfer, qui fait, en gros, c'est le concours de la photo de la voile de l'année. Plus d'une centaine de photographes qui participent, qui envoient leurs photos, et un jury qui change chaque année, qui décide et qui tranche la photo.
le prix au fil du temps, je crois qu'il y a une petite dizaine d'années le prix, un peu plus d'une dizaine d'années. Au fil du temps, il prend la notoriété, il commence à peser. Toi, quand tu gagnes ce prix-là en 2016, c'est un moment important pour toi. Donc je rappelle juste le Forban, t'as même pas 30 ans. Même pas 30 ans. Et là, à 2016, forcément, t'es quadragénaire déjà. Donc t'es beaucoup plus installé. Est-ce que quand tu gagnes... D'abord, raconte-nous les conditions de prise de vue de cette photo que vous pourrez trouver très facilement sur Internet aujourd'hui. Et ensuite, dis-nous, est-ce que c'est important de recevoir un prix comme ça ? Alors, c'est assez... oui, c'est important, mais déjà, avant de pouvoir gagner le prix, il faut pouvoir l'envoyer. Et j'ai toujours du mal à... Oui, c'est une sélection des photographes. Hein. C'est le photographe qui choisit une photo qu'il envoie. Ouais, voilà. Et puis, participer à un concours, se mettre en avant, tout ça, je suis pas trop... Je raffole pas. Et j'ai dû l'envoyer, la limite d'horaire était à minuit, et j'ai dû l'envoyer à 58. Quoi. Donc, c'est pas mon... Je sais pas, j'ai du mal à faire ça, donc je l'envoie. On ne sait jamais, pourquoi pas. Bon, voilà. Et la condition de prise de vue, c'était qu'on était en banque image Safran, avec à l'intérieur à bord Morgan Lagravière, à bloc. Donc c'est pour le Vendée 2016. Pour le Vendée 2016. Et il nous fait un spectacle superbe. Il y a eu plusieurs banques images emblématiques, notamment des banques images, on pourra reparler du solo Océan 52 d'Yvan Gréboval, et celle-là, c'était une banque image qui reste assez forte, parce que le bateau était à bloc, à fond. Vraiment, il le maniait parfaitement. Et c'était un bateau tout récent, un des premiers foilers. Et puis d'un seul coup, je me souviens, on l'avait survolé une première fois quand on était en banque image pour un autre bateau. Et il se trouve qu'ils étaient là, donc on l'a survolé une première fois. Il y avait Nico Lundven et Morgan Lagravière à bord. Puis d'un seul coup, on voit le bateau décoller. Et c'est là où, encore une fois, j'ai posé l'appareil. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Et le bateau volait. C'était dingue. Et donc en 2016, on fait cette banque image spécifique pour Safran. Et là, Morgan est à bloc. Et d'un seul coup, le bateau transperce une vague. Il était sous Jenna Henry. Ouais, je crois que c'est ou Petit Spi Henry, je m'en rappelle plus. Toujours est-il qu'il avait une puissance incroyable et il rentre dans une vague, mais le bateau s'arrête pas en fait. C'est l'eau qui passe et il transperce la vague. Et il noie complètement le cockpit. Et j'étais sur un plan où j'avais le bateau en entier, puis d'un seul coup je zoome sur le cockpit. Et là j'appuie. Et la vague fait qu'il ne ressort que l'hydrogénérateur qui était levé, le cagnard, et c'est tout ce qu'il y avait du cockpit. Et là, après la vague, il y a Morgan qui se retourne vers l'hélico et qui nous fait un signe pouce en l'air. Il dit, mais c'est dingue, il a senti aussi que c'était un moment assez fort. Et donc cette image-là, est vraiment, oui, elle était forte. Et là, tu as la même sensation. Oui. Tu sais aussi. Oui, je sais aussi. Ouais. Là, j'ai fait un truc. D'accord. Puis je me dis, bon, bah, pourquoi pas participer. Et puis j'hésite. Et puis je l'envoie au dernier moment. Mais cette photo, elle est donc elle est dans la sélection que tu envoies à Safran pour la banque image. Ah oui, complètement. Et elle ne circule pas à cette époque-là. Un petit peu, si. Bien. C'était encore un peu différent, c'est qu'on faisait des banques images et le client distribuait au compte-gouttes les images. Parce qu'elle devait avoir une durée de vie de quasiment 3 mois. Il y a tout un Vendée à Tania. Ah, donc il n'avait pas beaucoup diffusé. Voilà, outre le fait que eux se doivent dans l'annexe audiovisuelle d'envoyer des images du bord pour raconter ce qu'ils vivent, il est important aussi de pouvoir diffuser des images du bateau à l'extérieur, et donc ça, il les diffusait au compte-gouttes, c'était avant le départ. D'accord. Et donc, quand tu envoies la photo, tu te doutes pas du tout au concours, tu te doutes pas du tout qu'elle va fonctionner, quoi. Non. Donc, non, je me doute pas, quoi. Donc, non, je l'envoie, quoi. Donc, alors après, il faut dire aussi que les photos du concours, elles sont extrêmement variées. Il y a des trucs très artistiques, il y a des trucs très reportages, il y a vraiment plein de choses complètement différentes. Oui, il y a tout, ouais. Et donc du coup tu remportes ce prix-là. Est-ce que dans la carrière d'un photographe, un prix comme ça compte? Alors c'est pas encore les grands prix de photos qui existent ailleurs, mais ça monte, quoi. Oui, c'est notamment à l'international. Oui, c'est bien l'international. C'est bien l'international, on m'avait pas mal appelé, j'ai eu pas mal d'articles, oui, c'est sympa. Maintenant, de là à oui, pourquoi pas, si je sens une image, j'y reparticiperai, mais pour l'instant, je n'y ai pas participé. T'as pas participé depuis? Non. D'accord. Ouais, après, une fois qu'on a gagné, on se retire. Pourquoi pas? Martinez l'a gagné 2 fois, donc avec les mottes. Ça, c'est le coup de bourre entre la rive droite et la rive gauche du golfe Morbihan. Mais je sais pas si j'en vois quelque chose. J'aurais peut-être, pour cette année, j'en ai peut-être une en tête, mais ah, quand même. on verra. C'est bientôt, je crois. La deadline. Ah non, bientôt. Là, cette année, c'est fait. On sait pas, j'y ai pas participé d'ailleurs, je sais pas du tout. Mais on verra peut-être l'année d'après, l'année prochaine. Alors, on va finir la séquence bateau et puis après on parlera du reste. Il y a
il y a une petite question quand même sur l'évolution du matos au cours de ta longue carrière, de quasiment 30 ans de carrière. Tu as commencé avec de l'argentique, maintenant avec le numérique, on est avec la télétransmission. Est-ce que ça change beaucoup de choses dans la manière de photographier les bateaux? Est-ce que j'imagine que c'est plus simple, plus fluide, plus souple, etc. Mais est-ce que ça a changé la manière de pratiquer le métier? Et puis question subsidiaire que je poserai après, pardon. En fait, ça a changé beaucoup de questions à la fois. Non, mais ça a changé beaucoup de choses parce que les gens sont paradoxalement beaucoup demandeurs d'images. Donc l'image est importante parce qu'il faut faire vivre un projet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui avec le numérique, il faut quasiment les livrer avant qu'elles ne soient faites. Bon, alors quand est-ce qu'on va recevoir les images? Attends, on va déjà attendre que l'hélico n'ait pas de problème, que le bateau n'ait pas de problème, qu'il n'y ait pas une poulie de travers, que faisons-les d'abord, prenons le temps de le faire. C'est ce que je regrette un peu aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps pour faire une image, quoi. Il y a pas à tricoter, il faut du temps, quoi. Ça demande du temps de se poser, de prendre le sujet, de se l'accaparer, c'est important de prendre le temps de le faire. Donc déjà faisons les images, on verra après. Donc ça, c'est vraiment important. Même au temps du numérique et de l'accélération du temps, il continue. Il faut, je pense une bonne image continue à demander du temps. Oui, je pense. Bien produite, quoi. J'en reste persuadé parce qu'une fois qu'elle est faite, il faut bien l'éditer. C'est comme parce qu'une photo qui est faite, qui sort d'un boîtier, elle est pas exploitable parce qu'elle est vraiment brute, puisque c'est pour ça qu'on appelle ça un fichier RAW. C'est comme si tu allais à la boulangerie et que ton boulanger te donnait de la farine, de l'eau et du sel. Voilà ma baguette, monsieur, quoi. C'est pareil. Donc ça demande du temps et ça a changé. Pas mal de choses, oui, dans la facilité de photographier parce qu'on a le résultat tout de suite. T'as un premier résultat tout de suite. Voilà, ça a ouvert des portes parce qu'on peut faire des rafales et puis de se dire bah voilà, je l'ai pas, donc j'y vais. Donc ça a ouvert la porte à des nouvelles personnes dans le milieu. Parce que nous à l'époque, les diapos, d'abord c'était des 36 poses. Et quand t'arrivais à la 30e, tu te disais, t'arrivais à la 30e dans ta pellicule, tu te disais j'en ai plus que 6. J'en ai plus que 6, quoi. Donc faut appuyer au bon moment. Parce que le temps que la bobine se remette dans le panier, il fallait ensuite la sortir, la mettre dans un sac, ressortir une autre, remettre le film, le rebloquer de l'autre côté, refermer la boîte, que le boîtier retourne un petit peu pour bien tendre le film, et après il faut le photographier. Entre-temps, il y avait une plaque qui était passée. C'est pas comme changer de carte, quoi, là. Donc c'était encore différent. Et puis surtout, il fallait les développer. Et je me souviens encore de la route du Rhum 98 où il y avait les premières transmissions. J'avais une petite manette avec un Apple Bronze, un routeur RTC qui faisait dès qu'il s'éteignait, il y avait le petit clac, c'est bon, je suis connecté. Et ça arrivait une fois sur 5. Et puis ensuite, on avait un scanner, un Nikon, et on photographiait en diapo et en négatif. Donc le négatif, il fallait aussi le développer soit dans notre chambre d'hôtel si on partait avec des bacs à soufflet et de la poudre révélateur et fixateur, ou alors aller dans le magasin du coin qui développait tant bien que mal et qui faisait les développements de films. Ensuite on découpait par 4, on mettait dans le scanner et on envoyait. Et tout ça c'est fini. Et tout ça aujourd'hui c'est tout de suite, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Et il y a un gros travail de retouche. Alors j'utilise le mot avec prudence, mais entre l'image brute et l'image finale que tu alors d'abord tu fais un choix. C'est-à-dire que tu vas avoir, je sais pas combien de cartes et combien de photos tu avais en rentrant de ta session du départ de la Jacques Vabre, mais tu fais un choix, on voit pas tout. Il y a des photos qui sont floues, il y a des photos qui sont mal cadrées, donc toi tu fais un choix, tu fais ce qu'on appelle un choix d'ailleurs, ou un premier editing, et ensuite derrière les éditeurs photos dans les journaux, les éditeurs photos de la Jacques Vabre, Arnaud chez Aléa vont faire eux-mêmes encore un autre choix avec leur regard à eux. Mais du coup, les photos que toi tu choisis et que tu envoies en disant voilà ma sélection à moi, elles sont très retravaillées. Elles sont pas très retravaillées. D'abord, la sélection, en ce qui me concerne, est assez stricte parce que il y a des angles qui ne me plaisent pas. Si un bateau n'est pas dans son, c'est très joli de voir un IMOCA ou un classe 40 qui bute dans l'eau et qui est sous l'eau, c'est super, mais un bateau c'est fait quand même pour glisser et je fais des choix assez stricts, sauf si vraiment la composition est parfaite, que le bateau est sous l'eau, voilà, c'est vraiment très beau, mais je fais des choix assez stricts parce que s'il y a un angle qui me plaît pas, le bateau est trop écrasé, on voit pas le volume, on voit pas, donc je fais des sélections assez strictes, peut-être trop parfois.
je sais que je me limite à certaines parutions. Donc peut-être trop parfois, ma sélection est un peu trop courte. C'est un dialogue d'ailleurs avec ton client. Et il peut te dire, il dit mais j'ai besoin de 5 photos, ou il dit par contre il me faudra du choix. Oui. Fais une sélection assez large. Et la sélection rapide du début, puisque maintenant il faut les photos très rapidement, la photo rapide se fait parce que je sais ce que j'ai photographié, je suis devant l'ordi 1 heure après, et donc ça vient très vite. Donc je sélectionne très rapidement. Et ensuite je reviens. Mais la photo n'est pas excessivement travaillée, non. Non, parce que d'abord c'est pas à moi de le faire. Si eux ont envie de la mettre en noir et blanc, qu'ils le fassent. Mais c'est pas à moi de tout transcrire avec des couleurs, non, je dois la livrer pour qu'elle soit nickel. Sauf si j'ai une ligne éditoriale et que j'ai envie de me dire je fais un reportage sur un chantier complètement noir et blanc, je le propose et je le traite en noir et blanc, mais je garde les fichiers de l'autre côté, ils sont en couleur et on peut aussi livrer complètement en couleur, mais la retouche n'est pas énorme, non, on n'est pas en studio, quoi. On est vraiment tout de suite en reportage. Les photos de mode. Voilà. Et la photo, souvent elle ressort avec un peu de contraste, un peu de luminosité, quelques retouches, mais on enlève des poussières ou deux, mais très peu de retouches. L'autre innovation qui touche beaucoup la voile ces dernières années, c'est les drones. Alors on a beaucoup parlé d'hélicoptères. On a une époque où il y a une pression forte, et plutôt à juste titre, sur le fait de diminuer les impacts carbone, en particulier au départ d'une course, qui sont très importants. Donc là, la Jacques Vabre, en interdisant tous les bateaux spectateurs au départ, a enlevé une bonne partie de son impact. Qu'est-ce que tu penses du drone ? Est-ce que ça remplace un pilote d'hélico ? Est-ce que ça complète un pilote d'hélico ? Est-ce que toi, tu es toi-même droniste ? On sait que c'est devenu une compétence assez pointue, notamment des médiamans. Ils sont capables je pense à notre camarade Yann Rieu, qui est capable d'envoyer des drones dans 30 nœuds de vent et de les récupérer et de prendre des photos. C'est quoi ton point de vue un petit peu sur cette évolution assez importante dans la voile, C'est-à-dire que on n'a plus besoin même dans le Grand Sud, on peut avoir des images de l'extérieur du bateau assez exceptionnelles. Ouais, alors c'est un côté pratique. C'est un côté pratique pour le client, pour le skipper, pour la mise en place, pour les photographes. C'est vrai que c'est pratique. Je pense que c'est très bien en vidéo. D'ailleurs, on voit beaucoup d'images en vidéo avec le mouvement très bas qui tourne. Ça marche très bien en photo aussi, ça marche bien. Le seul truc, c'est qu'il y a des zooms sur certains drones qui ont une certaine qualité, tout ça, mais ça reste assez limité en angle. C'est-à-dire que tu retrouves du grand angle, tu retrouves des photos un peu zoomées. Moi, je reste persuadé que tu prends une banque image drone qui est très bien, qui est très pratique, qui va rendre très bien. Tu mets à côté une image variée en hélico, et ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. On va passer du 16 mm au 400, au 500. On va aller chercher un détail, on va aller chercher le skipper, on va l'écraser. Et effectivement, ça a un impact. Je me permettrai pas de donner un avis là-dessus parce que je n'en sais rien. Je sais pas du tout quel est l'impact et je respecte tout à fait les personnes qui disent que ça pollue. Et franchement, je respecte complètement. Si jamais on dit et de fait l'hélico pollue, l'hélico pollue, voilà, on ferait moins d'hélico. Mais si de façon totalement pratique, l'image qui est faite, la variété des images qu'on peut faire en hélico est complètement différente de ce qu'on peut faire en drone. Et même si un jour les photographes les photographes comme toi s'emparent de l'outil drone, en mettant du coup des objectifs différents, justement compensent la faiblesse technique, on va dire, du drone par rapport aux photographes dans un hélico. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une génération ou la génération d'après qui sera capable de faire des trucs vraiment incroyables, parce que le drone peut aller aussi à des endroits où l'hélicoptère va pas, quoi. Oui, complètement. Ça, c'est pour ça que je te disais que c'est un côté pratique qui est exceptionnel. Et la différence, c'est que par exemple, tout ce qu'on a pu faire sur le départ de la Jacques Vabre, ça n'aurait pas été faisable en drone. Ouais. C'était pas possible. Faut un zod en dessous, quoi. Faut un zod en dessous, les batteries c'est 20 minutes, faut le récupérer, c'est pas possible, quoi. Donc ce sera un choix éditorial de se dire on arrête l'hélico. On fait plus d'images hélico, ça je respecterai parce qu'effectivement ça pollue beaucoup, je sais pas combien on était, peut-être 8 hélicos, 9 hélicos. Ça commence à faire. Ouais, c'est beaucoup, et par rapport à un drone, c'est sûr que c'est pas terrible. Bon, pour l'instant, c'est complémentaire en tout cas. Pour l'instant, c'est complètement complémentaire. C'est un côté pratique parce que tu peux l'envoyer n'importe où, n'importe quand. Tu l'as à bord. Ça, c'est génial, quoi. Quand on voit ce que. Même au port, on fait des images aussi Même au port. Des vues aériennes de pontons qui sont déjà assez classiques. La vue très très plate avec tous les bateaux alignés. Oui. Même au port, ça marche. Mais il y a des angles qu'on ne peut pas faire en drone, quoi.
Mais le côté impactant est hyper important, et donc ça faudra le respecter. Mais je te dis, je n'ai pas de chiffre pour te dire, mais je le respecte complètement. À ce moment-là, on arrêtera l'hélico et puis on fera du drone. On s'adaptera avec encore d'autres progrès. Alors, je voudrais finir par quelque chose que peu de gens savent, c'est que tu es un grand photographe de bateau, mais tu es aussi alors je sais pas comment on dit, un photographe de cuisine, de produits. C'est quoi le terme précis? Enfin, tu photographies des plats, des produits agroalimentaires. Raconte-nous comment. Alors, il n'y a pas que ça d'ailleurs, mais raconte-nous comment justement du photographe de plein air qui en prend plein la figure tout le temps, tu deviens un photographe de studio. Alors, c'est le grand écart. Oui, ça vient en parallèle. Parce que c'est une autre démarche complètement différente. Et c'est une autre façon de photographier, mais qui prend du temps, parce que c'est très long à faire, mais voilà, c'est une autre façon de faire de la photo. Je trouvais ça intéressant. En plus, j'avais l'outil avec le bureau, le studio, enfin tout était là. Et il y a un petit garage à côté de chez toi là qui a ouais, c'est un studio, ouais. Et ça me permet de photographier différemment, de faire un autre exercice, parce que contrairement à l'extérieur où tu vas profiter de la lumière et te placer au maximum avec le soleil, la première photo que tu fais en studio, c'est une photo noire. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence avec la lumière extérieure. Ah, d'accord. Et en test, tu commences ta séance par faire une photo toute noire. Voilà. Et là, tu dis, ok, tout est fermé. Et ensuite, tu crées ta lumière de A à Z. Donc, tu vas mettre un flash ci, un flash là, un réflecteur, un truc. Donc, c'est un exercice complètement différent. Et du coup, comment t'es venu à faire ça et à faire en particulier ces photos de. Alors, je sais pas comment on dit, de cuisine. Photos culinaires. Alors, culinaire. Il y a quand même une référence dans la matière. C'est quand même Ivan Zeda. D'accord. Oui, c'est quand même la base de celui qui fait parfaitement du studio, tout comme de la mer, et ça reste. C'est lui qui t'a inspiré? Oui, en fait, ces images m'ont inspiré, mais sa démarche m'a inspiré. Sa démarche de pouvoir lier les deux. Ouais. Et comment j'en suis venu? Parce qu'on m'a proposé de faire un bouquin de culinaire d'abord avec une chef dans le centre de la France, donc je l'ai fait avec plaisir en auto-édition. Et puis après, une autre personne m'a proposé de faire un autre bouquin qu'on a fait chez Marabout. Et sur les œufs, c'est ça? Sur les œufs. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Sur la cuisine sans œufs, c'était super à faire. Et donc c'est un bel exercice, et ça m'a amené à faire un peu plus de studio. Donc au studio, je fais des objets pour des catalogues, pour des choses comme ça, et c'est quelque chose qui me prend du temps, donc ça vient en plus de tout le reste. Mais la saison d'hiver, quand la saison d'hiver, il n'y a pas de banquivage et qu'il n'y a pas de course. Ou sinon en même temps, donc faut jongler. Et alors, du coup, comment on photographie un plat, une assiette composée, par exemple, si tu fais ça ou Alors, il m'est arrivé de faire du factice, parce que le culinaire, ça bouge. Faut que le plat, il ait plus belle gueule que quand tu t'apprêtes à le manger. Alors, t'as plein d'astuces, hein. Tu prends un poulet, tu mets plein de choses dedans pour qu'il ait sa forme, tu lui mets du cirage, ou alors tu le brûles au chalumeau, juste le côté où tu photographies, tu prends ton pinceau, tu mets de l'huile dessus, puis là, t'as un poulet parfaitement cuit. Il n'est pas cuit en fait. Oui. Tu fais de la glace avec de la purée que tu colories. Enfin bon, il y a plein d'astuces. Ah d'accord. Et du coup, aujourd'hui, c'est une activité importante. T'en fais beaucoup? J'en fais. Alors, parle pas du catalogue Plastimo. Hein, t'as fait beaucoup de photos pour Plastimo. Ça, ça semble logique en fait. Oui, ça c'est logique, ouais. Non, mais le poulet rôti un peu moins. Quoi. Non, ça prend un peu d'importance, mais la voile reste le premier. La voile reste le premier. Enfin, ce qui me prend le plus de temps. Oui. Pas le plus de temps, pas ce qui me prend le plus de temps, mais qui est mon activité de base. Et le studio tend à venir en parallèle. Vraiment de façon passionnante, quoi. D'accord, très bien. C'est quoi ton programme pour l'année à venir? Parce qu'on dans la voile, on est en 2024, il va y avoir 2-3 Jeux Olympiques. Donc Jeux Olympiques. Coupe de l'Amérique. Alors Jeux Olympiques. Ouais. C'est l'année de la mort. Tour de France à la voile. Tour voile. Voilà. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. J'étais aux Jeux en 2009 avec l'équipe de France à Weymouth. En 2012. Et ça, c'est une super expérience. Ça, pour un photographe de voile, c'est le Graal, non? Oui, la course au large reste un Graal aussi, mais le photographier les. Non, mais en termes d'événements, d'événements et tout, c'est. Il y a la coupe quand même. Il y a la coupe. Pardon. La coupe, c'est quand même super. Donc, ce que j'aime, c'est que c'est une autre façon de photographier. C'est vraiment les petits bateaux, quoi. Faut les rentrer dans le cadre, ça va vite, ça s'enchaîne. Les épreuves sont en même temps dans différents lieux de la baie.
Et tu fais ton choix, mais tu peux pas trop te déplacer comme une course normale parce que sur des bateaux légers, tu peux pas les déranger, tu as des choix à faire, c'est super. C'est vraiment, il y a plein de choses à faire qui sont vraiment super. Et là, sur Marseille, Oui, j'étais au test event cette année et j'y serai pour les jeux l'année prochaine. Ah, c'est top ça, non? Ouais, ça me fait très plaisir de retourner aux jeux. Les jeux, en plus, en France, c'est quand même, c'est pas le petit Marseille, il y a quand même une baie à. Et Marseille, c'est exceptionnel. Donc, même s'il y a très peu de vent dans la journée, tu peux espérer que ça se lève un peu le soir. Et quand bien même ce soit un vent léger, tu te retrouves avec une lumière juste de dingo avec les îles du Frioul derrière. C'est un cadre exceptionnel. Tu connais déjà tout ton planning de l'année? Tu sais que tu oui, attends encore les. Je commence, oui. Tu peux nous dire un petit peu donc non, parce qu'il y a des choses qui sont pas signées, donc. Mais oui. On va sur le Vendée Globe normalement. Oui, normalement. Oui, normalement. Ça n'est pas possible autrement. Avec Arnaud Le Trésor et Aléa, on verra. Il faut pouvoir être sélectionné. C'est sûr que. Les appels d'offres sont pas clos encore pour le. Non, pas clos encore. Photo. Ah d'accord, très bien. Effectivement, ne pas vendre la peau de l'ours. Voilà. Bon. Et puis. Et la coupe, tu seras à la coupe? Parce qu'elle est juste à côté. Non, je serai pas sur la coupe. Non, je m'en suis pas beaucoup occupé. J'y suis allé pour Areva. En Nouvelle-Zélande, j'ai passé un mois et demi. C'était une super expérience. C'était des pousseurs de plomb, hein. C'était des bateaux qui allaient à pleine vitesse à 12 nœuds, mais c'était exceptionnel. C'était une super expérience. Ça, c'est vraiment super. Et là, elle est pas très loin. Elle est à Barcelone, donc oui. Tu peux y aller aussi. Tu as le droit d'y aller entre guillemets sur fonds propres. Tu peux y aller de ta propre initiative. Voilà. Je pourrais, mais encore faut-il trouver le temps de le faire dans le programme, ne pas se bloquer pour autre chose. Il faut rester en stand-by pour les banques images. Il y a différents événements. Avec Manfred Ramspacher, il y a des projets aussi. Ah, il y a une Normandie Channel Race. Voilà. En septembre. La Normandie Channel Race. On travaille beaucoup ensemble avec Manfred depuis qu'il a été patron du Tour, et donc on a fait plein d'événements ensemble. De la Normandie Sailing Week à la Normandie Channel Race, le Tour de France à la voile, la Globe 40 l'année dernière. Ah oui, ça c'était pas mal ça. Ah, ça. Ce que t'as fait. Pardon, c'est pas dans mes notes, mais je regardais les photos hier soir. Tout à coup, sur ton site, on a vu quelques reportages qui n'étaient ni studio ni bateau. C'était sympa ça. Tahiti. Ça c'était la Nouvelle-Zélande. Enfin, c'était. La force de l'idée de Manfred, c'était de raconter la régate autrement. Donc c'est un tour du monde en double. C'était un tour du monde en classe 40. Avec escale. Avec escale, et il voulait vraiment qu'on mette en avant les escales. Parce que les bateaux en course, c'est très bien, on les fait au départ, on les fait aux arrivées, mais les escales, il avait envie qu'on mette en avant les escales, et il nous a permis il m'a permis de photographier, et avec l'équipe vidéo également de filmer les escales, et donc on a pu faire bien sûr le pré-départ à Lorient, on est allé à Tanger, on est allé au Cap-Vert, à Maurice, à Papette. J'ai pas pu faire Nouvelle-Zélande parce qu'il y avait le départ mon pauvre, de la route du Rhum. Papette, c'était un peu plus compliqué d'aller à Ushuaia cette année. Ensuite, je les ai retrouvés à Récif, et puis on s'est retrouvés à Lorient. C'était une super. Ah ouais, parce qu'au final, tu as fait des reportages sur locaux à chaque fois, quoi. Oui, à chaque fois, oui. Bon, je vous incite à aller sur le site. Vous voyez, il y a un petit peu de bateaux et pas trop. Et surtout sur les réseaux, vous partagez les photos de vos plongées et tout. On se disait, mais c'est sympa le club de vacances, quoi. C'était du travail engagé, mais il faut savoir aussi prendre son temps, tu vois. On parle encore du temps, voilà, faut encore aussi, mais ça demande du temps, mais c'est pareil. En Nouvelle-Zélande, on n'était pas allé. J'y étais allé pour la coupe, mais j'étais aussi allé à Wellington en Nouvelle-Zélande. J'étais allé avec Yvan Griboval, qui est une autre personne qui a compté aussi, tout comme Manfred, tout comme Ruby, tout comme il y a différentes personnes, Didier, avant tout ça. Avec Yvan, on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de trophées Clairefontaine ensemble. Ah oui. Et puis il avait créé un événement qui hélas n'a pas eu lieu, qui était un tour du monde en monotype. En 52 pieds. En 52 pieds, la Solo Océan. Et donc il y avait eu un demi-tour du monde de fait par le bateau jusqu'à Wellington. Charles Caudrelier et Lise Wardley. Effectivement. Et donc on avait fait le départ de Caen, le bateau avait navigué, et puis est arrivé à Wellington, Nouvelle-Zélande, donc on l'avait accueilli là-bas. Et il y avait une banque image assez sport aussi. Une banque image. Mémoire, tout à coup, là, ça me revient. Une banque image exceptionnelle, pas très loin, dans un endroit dans lequel on va jamais, juste à remonter des fonds à Edic. D'accord. Et le bateau s'est retrouvé là en banque image, et à bord il y avait Charles Caudrelier, Erwan Tabarly, ensuite il y avait Erwan Lebec, je crois, et puis Lise Wardley qui était à bord aussi. Et exceptionnel.
une banque image avec le bateau sous l'eau, un plan finaux. Et donc là, avec Yvan, on avait fait une banque image super. Daniel Manouri qui était aux commandes. Et le bateau qui est recouvert par une vague, mais entière. C'est-à-dire que t'as l'impression que le bateau va être roulé. Et il y a même des images qu'on avait passées dans bateau à l'époque, où il y a une vague qui se crée et tu ne vois plus que le dernier. C'était une vague avec une fréquence très courte. C'est une vague énorme avec une grosse écume. Tu ne voyais que le dernier tiers du mât. Et la vague le bateau était juste en dessous. On a fait une banque image exceptionnelle. Ça, c'est un des plus beaux souvenirs de banque image. Ça, c'était une des plus belles, ouais. Bon, ta prochaine échéance, tu vas en Martinique, j'imagine, pour Oui. les arrivées. D'abord le départ des Timoca. Le départ d'Imoca, pardon, et tu retournes au Havre. Donc, une petite semaine de vacances en famille, pile poil. Bien organisé, cette Jacques Vabre. Très bien, c'est Jacques Vabre. Et puis, et la Martinique ensuite, donc ça, c'est encore un autre contexte, oui. Forcément. Et puis après, voilà. Pour 2024, on a compris qu'il y avait encore pas mal de trucs en préparation. Il y a pas mal de trucs, il y a du studio en préparation, il y a des événements, des courses à venir. Oui, il y a pas mal de choses. On devrait te croiser sur pas mal de pontons. Eh ben, Jean-Marie, merci beaucoup. Merci pour tout ton temps. Toi, ça s'est bien passé. Alors, je vais le trahir, mais il était un peu stressé. Il avait pris plein de notes. Il a son ordinateur ouvert. Il a cahier plein de notes. J'espère que tu as pu dire tout ce que tu voulais dire. Oui, ça va. Ça va, c'est bon. Ça va. Si tu veux rajouter quelque chose, c'est maintenant. Hein. Non, mais tu m'as très bien piloté et merci beaucoup Pile d'être venu me voir. Ça me fait très plaisir. Eh ben, merci à toi. Merci d'avoir pris le temps sur cette belle nappe rouge qui nous a permis de pas faire trop de bruit sur la table en verre. Merci à toi. Et puis à bientôt sur les pontons. Merci Pile, à très bientôt. Salut.